Bon, je dois d'abord commencer par m'excuser pour la semaine dernière. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire du menu crowdfunding. Et oui, tout d'abord, je dois m'excuser pour la semaine dernière, on s'est retrouvé avec un menu de 2h30, comme à la belle époque. Quoique pas tant que ça, parce que 2h30 c'est quand même un sacré travail mine de rien, alors que je m'étais promis, et je vous avais promis également, de faire des menus un peu plus courts, en passant beaucoup moins de temps sur les projets mentions honorables. Or, du coup, on était passé sur un mois d'août vraiment moribond, avec très peu de projets à présenter, donc je m'étais autorisé à passer plus de temps sur les projets en question. Et du coup, quand Cédric est arrivé frapper à la porte, eh bien, j'ai repris les bonnes vieilles habitudes de faire des projets mentions honorables bien trop longs en termes de présentation, ce que je vais m'atteler à corriger cette semaine, bien évidemment, pour essayer de trouver une formule qui dure environ 1h30 grand maximum. Heureusement, cette semaine, on a un menu un petit peu moins chargé que les deux précédentes. Donc ça me permettra peut-être de réussir à atteindre cet objectif de faire moins d'1h30. On verra bien, mais c'est en même temps pas en faisant une introduction aussi longue que ce que je suis en train de faire que je réussirai ceci dit. Du coup, sans plus tarder, on va s'orienter directement vers le point hebdomadaire sur la chaîne. Le voici, le voilà. Vous le voyez, il n'y a pas grand chose de nouveau, hein. Juste le petit patron l'addition pour le mois d'août 2022 qui est venu s'ajouter sur la chaîne. Déjà 300 vues, petit à petit, chaque mois, alors qu'on ne fait aucune promotion pour l'émission en question, on voit que le patron l'addition attire de plus en plus de gens, et c'est vrai que c'est un exercice qu'on aime bien faire chaque mois, hein, faire ce petit bilan ludique, voir à quoi on a joué, ce qui nous a plu, ce qui nous a un petit peu déçu, etc. C'est toujours agréable de se retrouver pour en parler. Et du coup, on va aller voir directement le sondage de la semaine. Je vous renvoie bien évidemment dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement, dans lequel vous trouverez le lien vers, et bien tout simplement, le sondage de la semaine suivante. Et comme vous pouvez le voir ici pour la semaine passée, je crois que c'est la première fois dans l'histoire du menu crowdfunding qu'on a réussi à dépasser les 100 votes, et c'est pas rien. Donc vraiment merci à tous pour cette participation, vous êtes de plus en plus nombreux à participer au petit sondage de la semaine, et ça fait plaisir de voir un petit peu les gens qui s'expriment, même si c'est vrai que tous ne se retrouvent pas en commentaire sous les vidéos, voilà, c'est une invitation à demi dissimulée. On aimerait bien vous trouver aussi plus nombreux dans les commentaires, mais c'est déjà très sympa de participer au sondage, car plus vous êtes nombreux à voter, plus ça a une forme de pertinence. Donc 104 votes, ce qui ne veut même pas dire 104 votants, puisque vous pouvez voter pour plusieurs projets à la fois, s'il y a plusieurs projets qui vous intéressent de manière équivalente. Du coup, allons voir directement les résultats, les voici. Pour une fois, pas de candidat à 0 voix, donc voilà, ça fait plaisir, ça évite d'avoir une œuvre ridiculisée par l'absence de voix au sondage. Le plus bas, c'est Cholas, The Sculptors, qui a recueilli 3 voix. Ensuite, on a quelques projets dans le ventre mou du sondage, puis 4 projets qui se démarquent un petit peu plus des autres, dont la 4ème position qui m'a un peu surpris dans le bon sens du terme. Il s'agit de Valrock, un projet belge, franco-belge on va dire, je suis pas très sûr de la nationalité de tous les participants, mais donc belge par défaut. Donc il fait sa 2ème tentative sur Kickstarter. Alors, je le présenterai dans les gros projets de la semaine peut-être, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est un petit peu délicat parce que le projet se porte pas très bien, et que au-delà de nos sphères purement francophones, il n'est pas si attendu que ça, pardon, excusez-moi. Mais quand même, vous avez voté pour le mettre à cette position, et donc je me dois d'en parler comme si c'était un gros projet de la semaine, ce que je ferai avec le grand plaisir, puisque j'ai pu échanger quelques fois avec l'un des auteurs. Et c'est donc avec plaisir, avec un plaisir non dissimulé d'ailleurs, que je leur mettrai un petit coup dans le dos pour les pousser un petit peu vers l'avant de la scène, voilà. D'autant plus que cette semaine, en 2ème position, et c'est ma faute, Kingdom Come Deliverance arrive avec 15 voix, sauf que le jeu n'est pas encore prévu cette semaine en fait. Je me suis trompé, ou alors il y a eu une mise à jour que j'ai ratée quelque part, mais Kingdom Come Deliverance, vous le voyez, est à prévoir dans 3 jours en fait. Il ne sortira donc que dans 3 jours sur GameFound, et donc pour le coup j'y étais un petit peu trop précoce. Pas de jeu de mots s'il vous plaît. Ensuite, même chose pour Project EOS Rise que vous avez entreaperçu l'espace d'une seconde, qui est ici, qui lui pour le coup a été repoussé. Il sortira donc dans 28 jours, donc on a largement le temps de voir venir pour ce jeu. Pour le reste, les autres sont tous présents sur Kickstarter ou sur GameFound, donc on va pouvoir partir sur les mentions honorables de la semaine. C'est parti! Et on commence, une fois n'est pas coutume, par un projet qui n'était pas dans le sondage de la semaine. Oui, ça arrive parfois, des projets qui s'annoncent un petit peu sur le tard, ou tout simplement des projets dont j'ai raté les annonces également, ça peut arriver.
Et le premier, il s'agit ici de Clinic Deluxe Biohazard Expansion, The Final Expansion. Reprenons notre souffle, c'est un titre bien long. C'est le retour du classique de Alban Viard, notre auteur de Bone en France, qui fait son petit bout de chemin, mine de rien, après un certain nombre de campagnes. Déjà, ça fait quoi 6 campagnes sous son propre nom, mais il a également d'autres campagnes sous un autre nom, si je me souviens bien. Et donc, c'est une nouvelle extension, et la dernière cette fois-ci, pour Clinic, une extension, pardon, excusez-moi, intitulée Biohazard. Et donc pour ce qui est des campagnes précédentes de Alban Viard sous ce compte-là en tout cas, vous aviez notamment donc Clinic Deluxe Edition avec Covid-19. L'édition Covid-19 c'est pas forcément d'un très bon goût, mais c'était thématique en tout cas en termes de période que nous traversions à l'époque, et encore maintenant d'ailleurs, qui avait fait un beau résultat à l'époque. On avait aussi récemment, d'ailleurs il y a quelques mois à peine, les Nano9 Games avec Railway, City Planner et Empire, donc, qui pouvaient former aussi tous ensemble un seul et même jeu, qui avait fait 850 contributeurs, c'était pas extraordinaire. Et avant ça, on avait aussi Pulp Invasion qui avait fait un beau résultat d'ailleurs. Mais ceci dit, depuis Clinic, ça baisse un petit peu, 2400, 1300, 850. Mais bon, Clinic est un jeu très populaire, c'est quasiment un classique désormais, en tout cas dans la ludothèque de Alban Viard et de son studio de création, et du coup ça devrait revenir à un score assez conséquent, assez honorable. Et attention, comme je le disais tout à l'heure, c'est donc la dernière, l'ultime extension de Clinic, le jeu dans lequel vous gérez une clinique. Voilà, bravo à tous ceux qui ont deviné cette thématique, bien évidemment pas du tout transparente dans le titre. Quoi qu'il en soit, on est toujours sur les illustrations de Yann O'Toole avec le design en termes de mécanisme de Alban Viard. C'est un jeu que je n'ai jamais testé, donc je ne pourrais pas vraiment vous en parler dans le détail. J'ai pas vraiment d'intérêt pour le jeu en question. J'ai toujours un petit peu de mal avec l'aspect visuel, disons. La direction artistique vraiment m'attire pas du tout, et du coup j'ai un petit peu de mal à rentrer dedans. Mais bon, si tant est que ce soit un thème qui vous intéresse, eh bien sachez que le jeu est disponible en français, comme c'était le cas de son édition de base bien évidemment, et c'est logique, Alban Viard étant lui-même français, on peut imaginer qu'une campagne sans version francophone serait quand même très très dommageable, disons, à minima. Un jeu pour 1 à 4 joueurs, apparemment un plutôt bon solo d'après ce que j'ai pu en lire, pour 14 ans et plus, et des parties relativement longues comme vous pouvez le voir, pour 120 minutes environ. Alors ensuite, que vient nous ajouter cette nouvelle extension et dernière extension Biohazard? Eh bien, elle va vous permettre d'ajouter deux nouveaux types de professions, si je me souviens bien, y compris, vous voyez, les janitors, comme on dit, donc en fait, plus ou moins les techniciens de surface, qui vont pouvoir accomplir certaines tâches pour vous. Et puis également, je me demande s'il n'y a pas un ajout... you include janitors, ouais, donc c'est ça, donc c'est bien les techniciens de surface, on va dire. Mais il me semble qu'il y avait une autre chose aussi. Mais bon, apparemment j'ai oublié le second ajout. Enfin, je crois qu'il y avait un second ajout dans cette extension autre que justement ces fameux technicien de surface. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous aurez compris un peu le principe. Il vous suffit donc de gérer, enfin il vous suffit, c'était bien un grand mot, c'est pas si facile que ça, de gérer une clinique le mieux que vous le pouvez en traitant les patients, etc. etc. Et il y a un truc assez intéressant également dans cette campagne, c'est cette Syringe Expansion, donc l'extension seringue, qui fait l'objet d'un concours en fait, puisque en fait tous les backers en fait de cette campagne pourront soumettre à Alban Viard une extension avec des mécanismes de leur choix, mais simplement avec 20 huiles de seringue, comme vous pouvez voir ici, et à partir de cette donnée de base, de ce prérequis, vous allez pouvoir composer une extension à vous qui sera potentiellement intégrée, moyennant peut-être certaines corrections, certains ajustements par Alban Viard lui-même, j'imagine, mais vous pourriez avoir donc votre propre extension dans le jeu. Ensuite, les règles sont déjà disponibles en français bien évidemment, vous pouvez les lire ici en PDF. Vous avez également accès au Tabletopia pour éventuellement tester le jeu avant de pouvoir backer. Et puis ensuite, on peut aller voir rapidement les différents niveaux de pledge. 19€ pour l'extension Biohazard Level 1, donc c'est juste l'extension et point barre. Ensuite, vous avez le Biohazard Level 2 à 38€. Bon, c'est la multiplication par 2, hein, donc vous comprenez rapidement que c'est juste 2 copies. Ensuite, Biohazard Level 3 avec 39€, où là, vous allez pouvoir aussi mettre la main sur la copie d'origine de Clinic Deluxe Covid-19. Et ensuite, à 259€, vous allez pouvoir vous amputer d'un bras, mais heureusement, les docteurs sont à côté de vous, hein, fort heureusement, pour mettre la main sur l'ensemble de ce qui est sorti jusqu'à présent dans l'univers du jeu de Clinic. Donc vous le voyez, quand même pas mal de matos. On a, je crois, au total 5 extensions, plus Covid-19, plus le Campaign Book,
plus la nouvelle extension Biohazard, plus COA également. Et par-dessus ça, vous pouvez aussi, si vous l'avez raté à l'époque, ajouter Small City Deluxe Edition, qui avait fait l'objet d'une campagne il y a quelques mois à peine, avec une refonte graphique grâce à Kwanchai Molia, un des illustrateurs les plus renommés de notre univers du jeu de société depuis quelques années. Et puis ensuite, rapidement, on va aller voir aussi les frais de port, par curiosité, qui sont pour une fois très très détaillés. Alors pour le Canada, c'est 5,57,39 en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir. Ensuite, pour l'Europe, avec la France et la Belgique qui sont au même coût, donc 5,57,29. J'imagine que c'est pareil pour peut-être le Liechtenstein aussi, oui c'est la même chose, ok. La Suisse un peu plus cher peut-être, 5,57,49, ok, un petit peu plus cher. Et puis juste par curiosité pour nous qui sommes au Japon, 5,57,49, c'est pas très différent non plus. Donc voilà pour Clinique, nouvelle et dernière extension Biohazard. Placement de tuiles et set collection sont au rendez-vous, sont au menu de Cholas, un petit projet qui nous vient de Suisse, même si vous le voyez la thématique est pas du tout suisse, vous l'aurez compris, mais l'auteur par contre, Madhu Sundar à mon avis est plutôt à minima d'origine indienne pour le coup, donc c'est plutôt correspondant avec la thématique que l'on voit ici. Bon, vous le voyez, 52 contributeurs, 1740 € sur 5200 nécessaires, c'est pas très bien parti pour ce projet. Fort heureusement, bon, le seuil de financement est relativement bas, donc ça peut permettre un financement malgré un début assez douloureux, on va dire, mais ça risque d'être assez compliqué. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs qui possède 3 variantes de gameplay, ce qui est toujours un plus, même si il faut se poser la question de l'équilibre des différents modes de jeu en question. 8 ans et plus pour des parties de 60 à 90 minutes, et vous l'aurez peut-être compris en regardant simplement l'illustration de base, je pense que l'une des raisons, peut-être qu'il y en a d'autres, mais l'une des raisons principales peut-être de l'absence d'engouement pour cette campagne, c'est aussi la direction artistique qui est quand même assez pauvre, il faut bien l'avouer. Sans être parfaitement hideux, mais c'est quand même pas très joli, et la page de la campagne dans son ensemble fait quand même pas mal amateur. Voilà, vous me direz si ça peut éventuellement vous séduire, c'est vrai qu'au moins en termes de thématique, c'est quelque chose qu'on voit assez rarement, la construction de temples indiens. Mais est-ce que pour autant ça en fait un incontournable? Ben non, loin de là, bien évidemment. Mais bon, ça peut être un jeu très intéressant au final, en termes de gameplay. Je n'ai pas testé, bien évidemment, mais bon, je serais curieux de voir ce que ça peut donner si quelqu'un a éventuellement testé le jeu. Pour l'instant, très peu de commentaires, évidemment. On est sur un jeu qui pour l'instant attire pas grand monde, donc il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. On va aller voir rapidement les niveaux de pledge et les frais de port, par curiosité quand même. D'abord les niveaux de pledge que j'ai pas vu, donc on va directement aller voir ici. 37 € pour un Early Bird, sachant qu'il reste actuellement 76 Early Bird disponibles, donc vous avez encore largement le temps de mettre la main sur cette édition de Early Bird à 37 €. Une fois le Early Bird épuisé, il faudra peut-être dépenser un petit peu plus. Non, ce sera la même chose, mais il y aura un peu de contenu en moins apparemment. Apparemment, si je crois ce que j'en vois, c'est le Limited Edition Cholas Coco Book qui ne sera pas présent dans l'édition de base sans Early Bird. D'ailleurs, ce qui est toujours assez étrange, mais il y en a toujours un petit peu. Vous me direz ce que vous en pensez, peut-être que vous faites partie de ces gens-là. Il y a un Early Bird et il y a une personne qui s'est mise sur le pledge non Early Bird. Voilà, je comprends pas très bien l'intérêt de se dire non, j'ai pas envie de bénéficier d'un bonus supplémentaire. Bon, écoute, pourquoi pas, je comprends pas très bien, c'est une erreur. Et sinon, en termes de frais de port, 17 $, il n'y a pas la devise. Où est la devise? Bon, j'ai pas envie de fouiller. Mais bon, par déduction, on va se dire que c'est 2 $, c'est peut-être pas le cas, mais bon, on verra. Pour le Canada, 17 à 22. Si vous prenez 2 copies du jeu, c'est un petit peu moins cher en termes de frais de port, si vous divisez par 2, bien évidemment. Ensuite, pour l'Union Européenne, c'est 12 ou 16, si vous prenez 2 copies du jeu. Et pour nous qui sommes au Japon, par curiosité, 20 à 28. Voilà. Bon, c'est un jeu qui est pas très cher, mais en même temps, les ambitions sont pas non plus tellement au rendez-vous. J'espère pour eux qu'ils réussiront à financer malgré tout, mais c'est vrai que pour moi, c'est évidemment un grand non. Celui-ci n'a pas tellement besoin d'une présentation et il n'a pas non plus tellement besoin de passer par Kickstarter parce que c'est Sagrada. Sagrada, ça reste quand même un des gros classiques de ces 10 dernières années dans l'univers du jeu de société et ils nous reviennent cette fois-ci sur Kickstarter avec Sagrada Artisan. Et Artisan, ce n'est pas une nouvelle mouture de Sagrada comme on a pu en voir déjà 2 ou 3 si je me souviens bien, 3 d'ailleurs, 3 je crois. Non, c'est encore quelque chose d'assez différent puisque c'est une expérience de Sagrada en Legacy. C'était assez inattendu, c'est vrai que j'imagine pas mal de jeux qui pourraient se plier à cet exercice du Legacy,
et c'était pas forcément le cas de Sagrada, et pourtant, ça y est, Sagrada vient avec sa nouvelle version en Legacy, donc pour ce jeu de draft 2D, mais bon, je vais pas vous le présenter, ça reste un incontournable du milieu, et pour l'instant ça marche plutôt pas mal, mais je pense que beaucoup de gens se disent un petit peu la même chose que ce que je viens de dire tout à l'heure, à savoir, c'est un jeu qu'on trouvera dans le commerce de toute façon, ils n'ont pas tellement besoin de passer par Kickstarter, autant attendre la sortie boutique, qui sera de toute façon une évidence. On retrouvera Sagrada Artisan en boutique à terme, peut-être plus tard, peut-être après l'arrivée, certainement d'ailleurs après l'arrivée du jeu au backer, peut-être, mais c'est un jeu qui bénéficie tellement d'une, comment dirais-je, d'une fanbase derrière lui pour ses éditions précédentes qu'on ne peut pas imaginer qu'il ne sera pas traduit et disponible en boutique. Donc 1250 contributeurs pour l'instant, 108 000 € d'engrangés à 14 jours de la fin de la campagne, ça se passe plutôt très bien, c'est entre 2 et 4 joueurs, 60 minutes la partie, 13 ans et plus, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu précédemment dans Sagrada, si ce n'est que cette fois, chaque partie va avoir un impact sur les prochaines, puisqu'on est vraiment dans un Legacy qui sera aussi rejouable avec une sorte de pack qui vous permettra de faire un reset sur votre jeu. Et donc attention aussi, je le précise avant qu'on me pose la question, c'est un standalone, vous n'avez pas besoin d'avoir le jeu d'origine pour y jouer bien évidemment. Sagrada Artisan tient sur ses propres jambes. Alors ensuite, passons rapidement sur la suite, vous avez un petit peu l'aperçu du contenu, avec ici donc les différents dés dans leur sachet, le Story Deck Box, donc une petite boîte pour contenir tous les pans scénaristiques qui vous permettront de vivre cette aventure en Legacy. Ensuite, des crayons de couleur, et puis ensuite on aura aussi quelques petits ajouts par-ci par-là, ainsi que par exemple ici un plateau qui n'est pas vraiment un plateau, mais des fiches de cathédrale, puisque là on va commencer à construire la cathédrale de Gaudi, comment s'appelle-t-elle déjà? La Sagrada Familia. Du coup, ça s'appelle Sagrada, c'est absolument ridicule, qu'est-ce que je viens de faire? C'est absolument évident que c'était la Sagrada Familia, mais bon, quoi qu'il en soit, je suis fatigué, il est 23 h ici au Japon, après une journée de travail, veuillez comprendre ma fatigue. Et je suis papa d'un enfant en bas âge. Voilà, je me trouve des excuses tout seul, parce que la dernière n'est pas tellement fatigante, tellement il est mignon pour être honnête. Mais bon, quoi qu'il en soit. Je vais pas passer plus de temps que ça sur le jeu, on va regarder directement les niveaux de pledge, disons. Avec ici, vous le voyez, en add-on, on a un truc à 250 $. Oui, ça pique très méchamment, et c'est simplement une tour de dés. Oui, c'est tout. Une tour de dés à 250 $. Alors, elle est particulièrement jolie. Ça, c'est clair et net. Elle est très très belle. Mais 250 $, non, jamais de la vie. Désolé. Ensuite, on a ici le fameux Reset Kit, donc qui vous permettra de revivre la campagne une nouvelle fois pour 50 $. C'est pas donné, mais bon. Ensuite, on a un Window Pattern Booster Pack à 15 $ également. Je sais pas très bien à quoi ça correspond, mais j'ai pas lu en détail pour le coup. Pour ce qui est des pledges, oui, ils mettent les add-ons avant les pledges, c'est comme ça. Attention, ici on nous le précise, les frais de port et la TVA ne sont pas inclus dans les prix de pledge ici. Donc il vous faudra certainement rajouter la TVA dans le Pledge Manager. Le Artisan Pledge, donc le pledge de base de cette campagne, est à 75 $ et je rappelle que le reset est à 50, donc ça fait quand même 125 si on souhaite prendre le kit reset. Heureusement, on nous propose également un pledge avec justement le reset et également le Additional Window Pattern Booster Pack, un petit booster, pour 130 $, mais ça nous permet d'économiser à peine 10 $, donc c'est pas hyper intéressant au final. Mais bon, 75 pour le pledge de base, 130 pour la totale en gros, et 350 si vous voulez aussi, donc cette tour de dés, cette cathédrale de dés qui coûte si cher, et bon, je suis curieux de voir combien la prendront malgré tout. Ensuite, regardons aussi les frais de port qui se trouvent ici. Pour le Canada, 30 $. Pour l'Union Européenne, avec la France, le Luxembourg, la Belgique, on est à 20 $. Ok, c'est à peu près correct. La Suisse également à 20 $ d'ailleurs. Et pour nous qui sommes au Japon, par curiosité, 25 $ de frais de port. Ok, plus la TVA, attention. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Sagrada Artisan, ce premier jeu en Legacy dans l'univers de Sagrada. Je pense que ça fera un beau succès en boutique. Par contre, sur Kickstarter, je pense que la majorité des gens se disent qu'effectivement, il n'y a pas de grande nécessité de backer maintenant et que du coup, on peut attendre tranquillement son accès en boutique. 1250 contributeurs à 14 jours de la fin de la campagne, 100 000 €, pardon. Je pense qu'ils arriveront assez facilement à dépasser les 2000 contributeurs malgré tout, mais ça ne fera pas un score extraordinaire malgré la renommée du jeu.
On continue avec une petite surprise et un petit peu de retard également. En fait, ce projet était théoriquement dû pour la semaine dernière, mais il a été lancé le jour où je monte la vidéo, et donc un jour trop tard pour que je l'enregistre dans le menu crowdfunding de la semaine dernière. Donc il fait son apparition un petit peu tardivement. Il s'agit de Morpho. Et pourquoi je dis que c'est une surprise? Parce que ça nous vient de Icemakes, qui a fait plusieurs projets qui s'étaient fait bien remarquer sur Kickstarter ces dernières années, avec notamment c'est Age of Civilization qui avait vraiment fait connaître la boîte pour 10 000 contributeurs pour Age of Civ, qui est un très bon petit jeu de civilisation de poche, relativement rapide, très sympa, même si le matériel n'est pas folichon pour être tout à fait honnête, mais c'est vraiment avec ce jeu qui s'était fait connaître. Puis ensuite avec Elia and Something Shiny également, qui avait fait 3500 contributeurs, c'était un très joli petit jeu. Puis Age of Galaxy plus récemment avec 3500 aussi, quasiment le même nombre de contributeurs. Et puis donc ils nous reviennent cette fois-ci avec Morpho, qui n'a rien à voir avec les précédents jeux de la boîte, et c'est en cela que pour moi c'est une petite surprise. J'attendais vraiment pas Icemakes dans un registre justement de jeux à identité secrète, car c'est le cas ici avec Morpho, jeu à identité secrète un petit peu atypique dans le sens où vous allez éventuellement réussir à vous tisser des liens et même des partenariats avec vos joueurs autour de la table, mais également chercher à en tuer certains, ou même à vous trahir entre vous, le tout pour atteindre votre objectif, sachant qu'en plus vous pourrez dans le jeu contrôler deux identités diverses au sein d'une même partie, une sorte de double identité qui s'opère. Le tout donc cette atmosphère de, comment dirais-je, de trahison potentielle, d'alliance temporaire, etc. C'est pas forcément inintéressant, c'est pas mon type de jeu, vous le savez, la déduction sociale, les rôles cachés, c'est pas mon truc préféré, même si encore une fois j'ai l'impression de me répéter pour la 4e fois en l'espace de 2 semaines. Nous aimons beaucoup Veiled Fate ici, mais bon, c'est l'exception qui confirme la règle. Ensuite, pour le reste, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. En termes de direction artistique, c'est plutôt sympa, sans être extraordinaire non plus. Mais bon, c'est un jeu qui se base essentiellement sur des cartes. Ça coûte du coup pas très cher. C'est aussi l'un des signes reconnaissables de Icemakes, c'est que généralement, il nous propose des jeux qui sont plutôt abordables financièrement parlant. Et d'ailleurs, c'est encore le cas ici. Vous le voyez avec la Basic Version, donc la version de base du jeu, le pledge de base, devrais-je dire plutôt, qui est à 24$. Donc on est sur un jeu, encore une fois, plutôt accessible en termes financiers, en termes tarifaires. Le tout pour 21 cartes, 21 tuiles d'indication, ouais, apparemment, 18 cartes de référence, donc d'aide de jeu en gros. Ensuite, 5 petits tokens d'habilité, de compétences, devrais-je plutôt dire, un token de premier joueur, et puis des petits tokens de VP, qui sont peut-être des points de victoire, j'imagine. C'est à peu près tout, donc voilà, c'est dans un prix très contenu. Ensuite, vous avez aussi une édition Deluxe, un tout petit peu plus cher, mais à peine plus, pour 30$, qui vient vous offrir une édition classy, avec ici, vous le voyez, un petit effet en surbrillance sur le dessus de la boîte, qui est assez sympa. Au-delà de ça, vous aurez aussi des cartes qui sont elles aussi un petit peu format premium, qui seront en PVC, donc c'est toujours très agréable d'avoir des cartes en PVC. Depuis l'arrivée de Radlands dans ma vie, je ne jure plus que par les cartes en PVC. Non, c'est pas vrai, mais j'aime beaucoup ça, c'est vrai, c'est vraiment très agréable, et ça a une très belle finition en plus. Ça dépend comment c'est fait, j'imagine, mais c'est vraiment en général très bon. Ensuite, toutes les ressources qui ont été upgradées également, mais bon, c'est rien de très significatif, mais ceci dit, pour la différence de prix que c'est, j'aurais tendance à dire pourquoi pas. Si vous êtes amateur, bien sûr, de ce genre de jeu à identité cachée, et donc les cartes en PVC que vous pouvez bien sûr mettre dans la flotte, vous pouvez renverser des boissons quelconques de vos soirées jeux, ça ne sera pas un problème pour cette version du jeu. Ensuite, passons au niveau de pledge ainsi qu'aux frais de port, mais d'abord, je tiens à signaler la présence de notre Nyx national parmi les reviews du jeu sur Kickstarter. Donc ici, vous voyez donc la vidéo de Nyx sur Morpho, un jeu d'identité cachée audacieux, et donc vous pourrez en apprendre bien plus dans cette vidéo que vous ne pourriez le faire dans ce petit segment du menu crowdfunding, donc je vous renvoie bien évidemment vers la nouvelle vidéo de Nyx sur le sujet. Ensuite, il y a aussi d'ailleurs d'autres vidéos en français, comme ici la Société des jeux avec Martin. Je me demande s'il y en avait d'autres, mais je ne crois pas. Quoi qu'il en soit, Pledge Levels, donc 24, ou pour l'autre à 30 ici. Là, vous avez plutôt du pledge de groupe. Et ensuite, pledge de groupe pour le Deluxe, mais c'est à peu près tout. Ensuite, pour ce qui est du timeline, toujours intéressant à prendre en compte, c'est que le jeu est théoriquement prévu pour janvier 2023, ce qui veut dire que théoriquement, vous pourriez être livré, si tout se passe bien, dans 4 mois. Donc potentiellement,
une livraison très très rapide. Et en même temps, quand on voit le contenu du jeu en termes de matériel, donc essentiellement des cartes, quelques petits tokens par-ci par-là, c'est effectivement relativement facile et rapide à produire. Ensuite, le shipping pour l'Europe dans la zone 1. Mais à quoi cela correspond? Eh bien, ma foi, je ne sais pas parce que c'est pas écrit. Ça doit être écrit quelque part, mais je l'ai raté. Bon, on va certainement le trouver un petit peu plus bas malgré tout. Ah oui, c'était ici, d'accord. Ok, Europe, zone 1, on a le Luxembourg, on a le Liechtenstein, mais on n'a pas la France. La Belgique et la France se trouvent dans la zone 2, donc ce sera 5 $ ou 15 $. C'est quand même vraiment très abordable en termes de frais de port. Pour le Canada, c'est 4 ou 13, donc encore une fois très très abordable. Et par curiosité, pour nous au Japon, donc en Asie, 4 et 13 aussi, comme pour le Canada. Ok, donc vraiment un jeu très abordable dans tous les sens du terme. Et généralement, j'ai tendance à dire que Ice Makes est plutôt devenu une valeur sûre sur Kickstarter. Donc à vous de voir si vous êtes intéressé par les jeux de déduction sociale et de rôle à identité cachée, on va dire. Mais pour l'instant, ça se passe pas trop mal, même si je doute qu'on atteigne les scores habituels de Ice Makes, peut-être aussi parce que justement les mécanismes de ce jeu sont un petit peu moins la came des backers habituels de cet éditeur. Vous avez ensuite Roll and Ghost, le petit Roll and Write à 5 $ de la semaine. Depuis 3-4 mois, on en fait quasiment un ou deux par semaine. Cette fois-ci, c'est Roll and Ghost. Voilà, donc Who You Gonna Call? Ghostbuster, bien évidemment, c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand je le vois. Également, pour ce qui est de la direction artistique, ça rappelle vraiment encore une fois Cuphead ou Townsfolk Tussle par exemple plus récemment. On est vraiment sur un revival des années 50-60 en termes de direction artistique sur certains jeux avec un aspect cartoon. Et là donc ça s'applique plutôt bien sur Roll and Ghost, donc ce petit Roll and Write en print and play pour 5 $, le tout en noir et blanc, avec cette direction artistique très 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 orientée années 50-60, très évocateur de jeux Cuphead par exemple plus récemment, ou encore Townsfolk Tussle. C'est pour 9 ans et plus, c'est pour 1 à 10 joueurs et c'est pour des parties de 10 à 15 minutes. Voilà, je ne vais pas faire plus longtemps que ça pour ce petit jeu en print and play, qui plus est pas disponible en français. C'est Roll and Ghost et bien évidemment en print and play, donc pas de frais de port à prendre en compte. 152 contributeurs à 16 jours de la fin de la campagne, c'est malheureusement pas disponible en français pour l'instant, ça pourrait venir, on verra bien. On continue avec Mushroom Sorcerer, donc les sorciers aux champignons, c'est assez étrange comme titre. Ça nous vient de Hong Kong et de Isaac Liu, donc c'est le 5e projet. Alors en fait, Isaac Liu, c'est le représentant de Headblown Studio, donc c'est le 5e projet sur Kickstarter. Vous les aurez peut-être reconnus potentiellement. Ils avaient fait d'abord un premier jeu intitulé Billionaire Sergeant Last Straw, qui avait connu une première campagne soldée par un échec, puis une deuxième qui avait finalement réussi à financer, et une troisième qui était dans le même univers mais qui n'avait pas financé pour le coup, qui s'intitulait Billionaire Rumor. 314 contributeurs, c'était pas extraordinaire pour Billionaire Sergeant. Par contre, Mushroom Sorcerer a bien mieux marché puisque cette première semaine de campagne à peine, on est vendredi soir au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à près de 600 contributeurs et c'est vrai que c'est assez compréhensible dans le sens où on est vraiment sur un jeu très joliment produit. Voilà, la présence sur la table est vraiment très très jolie. On est sur un jeu qui a du relief véritablement. On est sur un jeu qui a des règles relativement accessibles, mais avec une asymétrie qui en fait un jeu relativement intéressant même pour les plus expérimentés d'entre nous. Donc je suis quand même assez curieux de voir ce que ça peut donner au final. J'ai pu jouer au jeu avec l'auteur pour le boulot, enfin pour l'un de mes boulots. J'ai pu y jouer récemment avec l'auteur, plutôt très agréable, avec une version à 2 joueurs qui du coup vous fait supprimer entre guillemets une partie du plateau pour rendre ça plus ergonomique à 2 joueurs on va dire, parce que vous n'avez pas besoin de tout l'espace pour ça. C'était plutôt solide, c'est plutôt sympa. Donc vraiment un jeu charmant, visuellement parlant déjà ça présente plutôt très bien comme vous le voyez, c'est très coloré. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour 45 à 90 minutes la partie et pour 14 ans et plus. On vous dit ici que c'est un jeu à l'américaine, bon un jeu de guerre à l'américaine. Alors oui c'est vrai qu'il y a un aspect de guerre puisqu'en fait vous allez chercher, j'essaie de trouver un truc un peu plus zoomé d'ailleurs, vous allez chercher à construire des tours avec différents étages représentés eux-mêmes par différents types de champignons, on va dire.
et vous allez essayer d'y poser des sortes d'ouvriers et de faire construire des tours de plus en plus hautes sur des tuiles de paysage elles aussi en relief comme vous le voyez, avec des tuiles qui sont censées être à un niveau plus bas que d'autres, etc. Et vous allez chercher à vous envoyer des sorts sur la tronche les uns des autres en fonction également des capacités de votre personnage et des actions qui seront à votre disponibilité lors de votre tour, parce qu'il y aura aussi des tuiles comme celle-ci, des potions qui vous permettront d'obtenir certains effets, parfois sur le long terme, parfois plus uniques. Le tout pour une course au point, puisqu'il s'agira d'aller atteindre, si je me souviens bien, une trentaine de points, sachant qu'il y a aussi une deuxième condition de victoire potentielle. Si vous estimez être trop semé par votre adversaire dans la course au point, vous pouvez décider de partir à la course aux pierres de lune ou un truc comme ça, je me souviens plus très bien, ça fait quand même déjà un mois que j'ai joué, mais c'était quand même assez sympa comme expérience. Est-ce que j'irai le baquer? Je sais pas, je pense pas malgré tout. Je suis assez charmé par la direction artistique, j'étais plutôt convaincu par le potentiel du jeu, mais j'accroche pas suffisamment pour autant. Je suis de plus en plus sélectif, hein, comme bon grand nombre, je pense, d'entre nous. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous l'ont signalé dans les commentaires ces derniers mois, et il faut le comprendre aussi avec les prix des Kickstarter et les prix des matières premières qui expliquent ça aussi, qui ont augmenté ces derniers mois. Les frais de port qui sont plus aussi abordables qu'il fut un temps, la TVA qui s'est rajoutée par le dessus, etc. Bon, ça peut s'expliquer. Du coup, je back un peu plus difficilement, mais c'est vrai qu'il y a, disons, 2 ans, 3 ans, j'aurais certainement backé Mushroom Sorcerer par curiosité, et pour l'avoir essayé, c'est quand même un très bon jeu. Voilà, la présentation ici, c'est plutôt joli, ça prend peut-être un petit peu de temps à installer, et encore, mais bon, c'était sur TTS, c'est peut-être aussi pour ça. Quoi qu'il en soit, il y aura aussi une très jolie tour AD, très, très joliment illustrée là encore, je trouve ça très très charmant, vraiment très sympa. Et pour le reste, on va aller voir, je pense, directement les différents niveaux de pledge, ainsi que les frais de port, bien évidemment, mais vous pouvez quand même déguster cette très jolie direction artistique, c'est très choupi, et ça vend bien, je trouve, hein. Vraiment, c'est un jeu qui, à mon avis, pourrait très bien marcher, y compris en Europe. Alors ensuite vous avez ici les descriptions des règles d'une solo. Il y a aussi un mode solo que je n'ai pas pu tester pour le coup, mais bon, du coup je vous le signale, ça existe au moins. Et ça peut aussi être utilisé comme un joueur alternatif si on joue à deux ou trois, pour pouvoir garder la taille totale, la taille entière du plateau central, sans avoir à retirer, à omettre une partie du plateau sous prétexte qu'on n'a pas suffisamment de joueurs. Ensuite, on vous dit aussi que la difficulté est ajustable. Vous pouvez aussi avoir deux faces de plateau sur chacun des personnages avec plus ou moins de difficulté. Vous aurez aussi beaucoup de modularité, de variabilité en fonction des tuiles, etc. Donc c'est un jeu qui s'adapte assez bien, je pense, au public. Allez, passons directement au niveau de plage, disais-je. Aussi, on a l'extension, mais du coup, j'ai raté le jeu de base, je crois. J'ai peut-être raté le jeu de base, il était un peu plus haut. On va essayer de retrouver ça assez rapidement. Le voici. Alors c'est donc ici que ça se passe. 61$. Voilà, c'est ici le pledge de base. 61$. Mais vous le voyez, hein, le matos c'est quand même plutôt charmant, plutôt bien foutu. Ça a l'air d'être vraiment bien produit. Donc 61$, c'est pas complètement pété. Ensuite, on avait donc l'extension qu'on a entreaperçue brièvement tout à l'heure. Que j'essaie de retrouver ici. Voilà, c'est ici. Ok. L'extension qui s'intitule Horrors and the Echo of the Wind. Il n'y a pas de the d'ailleurs. Une extension qui vient vous coûter du coup une vingtaine de dollars en plus, parce que ça c'est le prix du jeu de base plus l'extension. Donc ça vient ajouter évidemment un personnage de plus avec tout ce qui s'ensuit en termes de matos. Mais bon, en gros ça vous permettra aussi, j'imagine, d'aller jouer jusqu'à 5 joueurs peut-être, hein. Ensuite, continuons pour aller voir les niveaux de pledge de manière un peu plus conséquente, plus précise, devrais-je plutôt dire. Voilà, c'est ici que ça se passe. Donc 61$ pour le jeu de base, 82$ pour le jeu de base plus son extension, pour résumer ce qu'on a vu précédemment. Et puis ensuite, il y a aussi une possibilité d'aller faire des pledges groupés jusqu'à 6 boîtes. Et pour cela, il faudra les contacter par vous-même. Ensuite, en add-on, on peut ajouter aussi des tours AD, qui sont donc très très bien réalisées elles aussi, pour 15 ou 25$ en fonction de la taille de la bête. Pour le reste, c'est un peu moins intéressant. Ensuite, le shipping. Pour ce qui est de l'Union Européenne, on a encore une fois deux zones différentes. La France et la Belgique peut-être. Non, la France uniquement, apparemment, se trouve dans la zone 1. La Suisse se trouve dans la zone 2. La Belgique n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe ?
Je vois pas de Benelux non plus. Bon, par définition, j'aurais tendance à croire que la Belgique doit être dans la zone 1 aussi, mais c'est à confirmer. Quoi qu'il en soit, pour la zone donc Union Européenne 1, c'est 25 à 30 dollars de frais de port en fonction du pledge que vous choisissez. Pour le Canada, 35 à 40, ça pique un petit peu. Pour l'Asie, 20 à 25, c'est un peu plus généreux, mais en même temps, on est à côté de Hong Kong, c'est assez logique. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Mushroom Sorcerer. Pour l'instant, pas de version francophone à l'horizon, mais ça pourrait venir d'ici la fin de la campagne, qu'en sais-je. 588 contributeurs pour l'instant, 17 jours de la fin de la campagne et près de 40 000 euros d'engrangés. On enchaîne tout de suite avec Spark Riders 3000, parce que j'aime bien prononcer 3000 en anglais, parce que c'est fun. C'est un jeu qui vous permettra notamment de découvrir encore une vidéo de Nyx. Oui, je suis fan, mais bon, que voulez-vous. Il a fait une très belle vidéo de trailer, encore une fois, hein, de bande-annonce, devrais-je plutôt dire en français, qui t'a donné un accent trailer comme ça en anglais, c'est pas très élégant. Donc une vidéo de bande-annonce de Nyx, puis ensuite une vidéo de review du jeu, pour vous expliquer le jeu de manière plus précise, plus cohérente que ce que je viens de faire avec ce petit segment de la vidéo. Mais pour l'instant, c'est vrai que le nouveau projet de Arcada commence pas sur les chapeaux de roue. Et en même temps, c'est normal, il n'a pas de roue, ce sont des vaisseaux spatiaux. Mais bon, vous aurez compris ce que je voulais dire par là. Arcada Studio, pour ceux qui l'auraient oublié entre-temps, c'est l'équipe qui est derrière Erune, qui est un projet qui avait très bien marché sur Kickstarter lors de sa première campagne, lors de sa seule campagne d'ailleurs, 1463 contributeurs. C'est un jeu qui avait des très belles miniatures, qui avait aussi ce penchant hybride qu'ont de plus en plus de jeux, enfin de plus en plus. C'est pas tellement une tendance qui se confirme avec le temps, mais on a quand même pas mal maintenant de jeux qui s'accompagnent d'applications pour tablette ou pour smartphone. C'était le cas pour Erune, ce sera le cas encore pour Spark Riders, donc c'est encore une fois un jeu hybride, mais qui pour l'instant, vous le voyez, pour l'instant, attire pas autant que n'avait pu le faire Erune. C'est un jeu moins ambitieux peut-être aussi, un jeu plus facile à sortir également, donc attention, à prendre en compte aussi. C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs dans lequel eh bien, vous allez être au volant, c'est peut-être pas le mot, mais dans le cockpit d'un vaisseau spatial, mais vous serez bien évidemment l'objet de différentes attaques par des vaisseaux ennemis et puis certainement aussi d'autres événements tels que des pluies de météorites ou autres par exemple. C'est un jeu relativement facile à sortir, hein, 60 minutes la partie, et donc toujours accompagné par cette IA, cette application d'IA vocale que vous avez pu entendre, mais certes avec beaucoup de traits d'humour dans la vidéo de Nyx notamment, dans lequel d'ailleurs il nous a fait un petit clin d'œil pour nous, pour la chaîne, qui nous est allé droit au cœur bien évidemment. Alors ensuite, regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Et bien vous le voyez, c'est plutôt très joli sur la table, c'est plutôt une belle présence sur table, avec ici les différents membres de l'équipage qui sont en figurines plastique bien évidemment, plutôt joliment réalisé qui plus est. Et puis différentes tuiles qui viennent composer votre vaisseau, le tout étant relativement modulable si j'ai bien compris. À chaque partie, on aura certainement un agencement des tuiles un petit peu différentes, et puis également cette application que vous entreapercevez ici qui vous accompagnera tout au long de votre partie. Après, reste à voir si vous faites partie de ces joueurs que les applications en jeu ne dérangent pas. C'est pas un truc qui, moi, m'attire outre mesure, ça aurait plutôt tendance à m'éloigner d'un jeu que de m'en rapprocher. Mais si c'est pas trop envahissant ou si c'est bien géré, si c'est très présent mais que ça ne vient pas obstruer l'expérience de jeu, ce que j'ai en présence physique sur la table, pourquoi pas, ça me dérange pas outre mesure, faut voir. Mais quoi qu'il en soit, je serais quand même assez curieux de voir, de tenter, d'expérimenter Spark Riders 3000 parce que ça a l'air d'être un jeu relativement solide. Alors donc, descendons un petit peu pour voir de quoi il s'agit plus en détail rapidement. En termes de niveau de pledge, vous le voyez, le niveau de pledge de base est à 39 $. C'est plutôt très accessible. Par contre, vous le voyez ici sur le plateau, les figurines ont disparu et sont remplacées par des standees. À vous de voir, est-ce que c'est un jeu qui nécessite d'avoir des figurines ou pas? Est-ce que vous êtes amateur de figurines ou pas? Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, le Rider Pledge, le pledge de base, est suffisant à 39 $? En tout cas, il est au moins abordable. Ensuite, ça s'accompagne aussi, je le rappelle, de l'application. Elle, pour le coup, ça ne change rien. Elle est présente quel que soit le niveau de pledge. Et le développement d'une app, ça coûte forcément un petit peu d'argent. Donc 39 $ pour le matériel plus l'app, ça reste relativement généreux, ça reste relativement honnête, largement.
Ensuite, vous aurez plus de 10 scénarios jouables dans le jeu. Ensuite, vous avez les 8 tuiles de votre vaisseau, hein, les 8 tuiles qui vont venir composer votre vaisseau. Sont-elles double face? Peuvent-elles être réagencées d'une partie à l'autre? À voir, mais je serais curieux de le voir, ça pourrait être relativement intéressant. Ensuite, quelques tokens, des petits standees avec leurs fiches de personnages bien évidemment, des tokens, des dés, tout ça c'est plutôt joliment réalisé. La direction artistique est plutôt jolie également. Donc ça a tout pour plaire. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça attire pas tellement les foules. Je pensais qu'il attirerait un peu plus, mais en même temps, c'est vrai qu'il a peut-être été soit annoncé sur le tard, soit il a fait l'objet d'une campagne de promotion très discrète. À voir. Mais c'est vrai que j'en ai entendu parler assez récemment finalement. Ensuite, continuons avec la fameuse extension, enfin pas l'extension, mais l'édition Deluxe, on va dire, hein, le Commander Pledge. Cette fois-ci, ça fait monter la note à 80$, c'est bien plus conséquent. Il y a le jeu de base que vous avez ici, plus la Prosperity Box qui vient accompagner le tout. Et cette fois-ci, on a donc masse de figurines. Le kilo plastique est de sortie. On a donc des upgrades de matériel dans tous les sens. Bien évidemment, ça fait grimper la note assez conséquemment, on va dire. Également, les petits tokens de tourelles, par exemple, sont eux aussi transformés en miniatures, par exemple. Et ainsi de suite. Donc, ça vient faire grimper le niveau de pledge dans tous les sens du terme, en termes de matériel, mais également en termes de prix. Et vous avez ensuite le All-in, le General Pledge à 110$, qui vient en plus de ça vous ajouter ici le tapis de néoprène, j'ai l'impression. Ce n'est pas écrit, mais je pense que c'est le cas, à moins que ce soit le plateau de base, mais j'ai l'impression qu'on a un plateau de plus, parce qu'on n'a pas de plateau en dessous, mais ici on a un plateau. Est-ce que c'est un plateau en carton? Est-ce que c'est un néoprène? Un peu difficile à dire, mais pour l'instant, les bords étant arrondis, j'aurais tendance à penser qu'il s'agit d'un néoprène, auquel cas c'est plutôt cool. Ensuite, il y a également des tapis de dés, il y a également des dés, mais bon, ça vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Et c'est à peu près tout. Ensuite, on a aussi un all-in Be in the Game pour 500$, mais là, il faudra aussi bien tout simplement faire preuve d'un aspect plus mécénat, puisque vous pourrez intégrer votre personnage dans le jeu, mais ça va coûter une blinde, bien évidemment. On va passer directement, sans passer par les add-ons, sur les frais de port, qui se trouvent un peu plus bas. Voilà, alors les deux vidéos de Nyx, hein, avec le trailer et la review bien évidemment, mais aussi les vidéos de Etugame par exemple, ou encore le Je Découvre bien sûr avec Musino, et ainsi de suite. On a aussi même une vidéo de l'école du jeu, autant de vidéos qui vous permettront d'aller en découvrir un petit peu plus sur le jeu. On continue directement, vous pouvez aussi lire le livret de règles directement dans la campagne, c'est plutôt très cool, mais en même temps venant de Arcada qui est un éditeur français, c'est assez logique. Et donc, disais-je, on va enfin atteindre le shipping, le voici. Pour la France, ça va osciller entre 12 et 16$ en fonction du pledge que vous allez choisir. Ensuite, pour la Belgique, ça va être entre 15 et 25. Là encore, c'est une question de pledge. C'est la même chose pour le Luxembourg, mais également pour la Suisse. Ensuite, pour nous qui sommes en Asie, et plus précisément au Japon, juste par curiosité, je serais curieux de voir de quelle somme il s'agit. Et ma foi, je ne vois rien pour notre zone. Zone 3, zone 4, c'est encore l'Europe. Là, on a l'Amérique du Nord, le Canada. Canada 27 à 40. Ok, c'est un petit peu plus cher, effectivement. Océanie, Asie. Je trouve pas l'Asie. Est-ce qu'on est exclu de ce jeu? Eh bien, écoutez, je crois que nous sommes exclus de la campagne de Spark Riders 3000. Je ne vois pas de mention faite pour l'Asie. Alors, peut-être que vous aurez de meilleurs yeux que moi, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'en fait pas partie. Bon, c'est dommage, mais bon, quoi qu'il en soit, sachez également que vous pouvez le tester d'ores et déjà sur Tabletop Simulator pour vous faire une première impression du jeu, qui a l'air au demeurant d'être vraiment très sympa, même si on exclut de la campagne nous au Japon, mais bon, je serais curieux quand même de le tester un jour, d'autant plus que les retours qu'on en fait Nyx ont l'air d'être plutôt très positifs. Mais pour l'instant, vous le voyez, les backers sont pas tant que ça au rendez-vous, c'est financé presque seulement, parce que vous le voyez, il faut 40 000€, on est actuellement à 36 000 approximativement, donc ça va financer dans les jours à venir, il n'y a pas de problème. On va certainement aller chercher les 1000 contributeurs, voire même un petit peu plus d'ici à la fin de la campagne, mais c'est vrai que pour un jeu plus facile à sortir que Erune, qui est hybride mais qui a l'air d'être bien foutu dans ce registre-là, j'aurais pensé que peut-être le jeu atteindrait des plus hautes sphères que ça. Mais bon, en même temps, encore une fois, je le répète, hein, la promotion autour du projet a été relativement minime, a été relativement discrète. J'en ai entendu parler très récemment, alors même qu'il s'agit d'un projet français, ce qui est quand même un peu dommage. Mais le nouveau projet de Arcada, au demeurant, a l'air d'être vraiment très sympa en termes de gameplay. Vous me direz ce que vous en pensez pour Spark Riders 3000.
On enchaîne tout de suite avec Necromolds Call to Arms Expansion and Reprint, ce qui veut dire réimpression et nouvelle extension pour Necromolds, un jeu qui avait fait l'objet d'une première campagne, je crois en 2020 si je me souviens bien. 2150 contributeurs, c'est plutôt un très bon résultat, 350 000 euros d'engrangés d'ores et déjà à 20 jours de la fin de la campagne. C'est plutôt un très beau succès pour Necromolds. J'avoue que je ne connaissais pas du tout le projet à l'origine. J'avais même pas entendu parler du jeu d'origine d'ailleurs, hein. J'étais même pas abonné à l'éditeur en question. C'était donc cette campagne qui a fait 1100 contributeurs à l'époque, 1150 à l'époque, ce qui n'est pas extraordinaire non plus. C'était à quelle date? Regardons ça rapidement. C'était en 2019, ouais, ça remonte quand même un petit peu, ça fait 3 ans. Et donc, 3 ans plus tard, ils reviennent et ils ont déjà doublé le nombre de backers par rapport à la première campagne, ce qui laisse sous-entendre que le jeu d'origine, le jeu de base qui avait fait l'objet de cette première campagne, a connu un succès postérieur à la première campagne relativement conséquent pour attirer une masse de nouveaux backers. Donc c'est plutôt bon signe en soi. Pour le reste, c'est essentiellement un jeu de grosses bastons à coups de gros monstres sur des, des terrains, des plateaux qui eux-mêmes abondent de tuiles de terrain, d'obstacles en tout genre, et on va chercher à se mettre sur la tronche avec des monstres dans un univers très très décoré, très très décalé. Ça plaira pas à tout le monde, c'est très 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 flashy. Ça me rappelle un autre jeu avec une direction artistique un petit peu similaire avec des monstres dans tous les sens, mais j'ai oublié le titre. Ça plaira pas à tout le monde, clairement. Mais en tout cas, ça a l'air de plaire suffisamment pour que le nombre de backers ait doublé depuis la première campagne il y a 3 ans. Donc à surveiller si vous êtes amateur de ce jeu de confrontation avec une direction artistique qui pète, qui éclate un petit peu les yeux. Moi j'avoue que j'ai quand même des petites gouttelettes de sang qui commencent à se former au niveau des paupières. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas vilain pour autant, hein. Très honnêtement, c'est même plutôt joliment réalisé. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Mais c'est clairement pas pour moi en termes de direction artistique. Quoi qu'il en soit, ça a aussi reçu, et c'est bon à signaler malgré tout, de l'autre côté de l'Atlantique, des prix assez intéressants, y compris le Seal of Excellence, donc le fameux tampon d'approbation de Dice Tower, donc la plus grosse chaîne YouTube du monde des jeux de société. Donc c'est quand même à signaler, même si ça reste tout à fait subjectif. Il faudrait un jour qu'on en parle d'ailleurs, parce que je vois parfois des commentaires, je reçois même parfois des messages adorables, super sympas, qui me demandent mon avis sur certains jeux, sur certaines campagnes, et je le donne avec plaisir. C'est pas du tout un souci, c'est toujours un plaisir de discuter avec les gens qui me demandent mon avis sur des jeux, mais faut surtout pas penser que notre opinion vaut plus que la vôtre en fait. On est juste des joueurs comme d'autres en fait. Et c'est vrai que c'est bizarre de passer de l'autre côté un petit peu du rideau, de se dire qu'on est un petit peu des semi-influenceurs, alors que j'ai pas un avis plus éclairé que le vôtre par exemple, et qu'on a certainement aussi des goûts différents. Donc là encore, pour la Dice Tower, même s'ils leur ont donné effectivement ce tampon d'approbation, c'est pas forcément pour autant que c'est un excellent jeu, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de récompenses pour ce jeu. Après, clairement, par exemple, là pour moi, c'est pas un jeu qui, moi, théoriquement m'attire. On verra bien ce que ça donne en réalité. Peut-être qu'un jour je le testerai et que je l'adorerai, mais en l'état, j'ai quand même pas envie de le tester plus que ça. Ce qui est super intéressant aussi dans ce jeu, c'est justement cette capacité de mold, qui fait partie même du titre du jeu, un Necromolds. Vous allez concevoir vos propres figurines, vous le voyez avec une sorte de pâte à sable, on va dire, je crois que ça s'appelle comme ça, un pâte à sable, j'ai oublié, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas utilisé et que ça fait tellement longtemps que j'ai pas été en contact avec des enfants français que j'ai un petit peu oublié entre temps, mais bon, une sorte d'argile, enfin bref, des miniatures que vous pourrez faire par vous-même, vous aurez des moules, et vous allez mettre cette pâte à l'intérieur pour bien créer les différents monstres auxquels vous pourrez faire appel sur le champ de bataille. Et ça c'est super intéressant, c'est vrai que j'ai jamais vu de jeu qui proposait ce genre de choses, et c'est vrai que de ce point de vue là c'est assez intriguant et c'est plutôt très bien produit en plus de ça. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, un jeu de confrontation avec vraiment ce petit côté gimmick des monstres que vous pourrez aplatir, puis reformer, puis réinvoquer avec justement ces moules, cette pâte à sable, enfin j'ai oublié comment ça s'appelle véritablement, je suis sûr que c'est pas pâte à sable, mais bon, quoi qu'il en soit, vous aurez compris, ça a l'air vraiment charmant. Et en plus de ça, vous le voyez, le livret de règles est disponible en français. Le matériel, c'est une autre question, il y a un petit peu de texte comme vous le voyez sur les cartes notamment, ça à mon avis ça fera pas l'objet d'une traduction, mais par contre, le livret de règles, lui, sera traduit en français, et même d'ailleurs en japonais également. Donc, bon, si vous êtes suffisamment compétent pour lire les règles en anglais, lire les règles, les cartes, pardon, en anglais, pas les règles, les cartes en anglais,
bon, avec les règles en français, ça devrait pouvoir passer malgré tout. Ça peut être assez fun, y compris en famille, justement par l'aspect un petit peu Play-Doh de ces figurines à faire soi-même. Mais est-ce que le gameplay derrière est aussi accessible que ça? Est-ce qu'on a forcément envie de faire jouer à ses enfants des monstres un petit peu dégueulasses parfois? Pourquoi pas? Ça dépend de l'âge aussi, j'imagine, mais en tout cas, ça a l'air d'être un jeu relativement charmant et qui, en plus de ça, a un bond de backers assez conséquent depuis la précédente campagne, donc c'est plutôt bon signe théoriquement. Alors ensuite, pour ce qui est des prix, ici pour la Battle Box, on est sur du 60$, puis ensuite 40$ pour l'extension Call to Arms. Et ensuite, on a certainement aussi un autre pledge un peu plus cher, si je me souviens bien, genre autour de 100$. Au pire, on peut aller voir, voilà ça ici, 100$ pour le pledge Give Me the New Stuff, mais qui était disponible, je crois, seulement les 48 premières heures. En tout cas, c'est écrit 48 heures, enfin, donc je sais pas. C'est un 48 hour special. D'accord, donc ça inclut un héros un petit peu exclusif, disons, pour avoir un petit peu la totalité de ce qui se fait de nouveau. Et puis, si vous voulez Everything, I Want Everything, c'est 275$, ça va coûter beaucoup plus cher, mais là, pour contre, vous aurez 6 packs de monstres différents et accessibles dans vos parties, donc effectivement, ça fait quand même bien plus de gameplay potentiellement, bien plus de rejouabilité également. Mais en tout cas, la thématique, ça plaît ou pas, la direction artistique, c'est très clivant, mais c'est très bien réalisé en tout cas. Mais par contre, ce côté gimmick de faire ses propres monstres et de les modeler vraiment physiquement, c'est super intéressant et c'est assez, je pense, jamais vu. Ensuite, pour les frais de port, rapidement, voilà, c'est ici que ça se passe. Pour l'Union Européenne, 20, 25, 28 en fonction des niveaux de pledge. Canada, 22, 28, 30. Et pour nous qui sommes au Japon, 40, 55, 62, ça pique un petit peu au niveau des frais de port quand même. Et ma foi, c'est après tout pour Necromals Call to Arms, donc la nouvelle extension, ainsi que la réimpression du jeu de base. 2160 contributeurs à ce moment, au moment où je vous parle, à 20 jours de la fin de la campagne, et 350 000 euros d'engrangés déjà. Ils ont bien fait parler la poudre, et je ne m'attendais pas à une si belle surprise venant de Necromals. Je ne connaissais pas du tout le projet, j'avais juste vu le nom popper par-ci par-là ces dernières semaines, mais je ne pensais vraiment pas qu'on irait sur un jeu avec un tel succès. Donc bravo à eux. On continue cette fois-ci du côté de chez GameFound avec Pueblo, le nouveau jeu de Mojito Studio, avec un jeu par le fameux duo Wolfgang Kramer et Michael Kissling, les deux auteurs allemands qui nous reviennent à nouveau pour Pueblo, un jeu pour 10 ans et plus, 60 minutes la partie, 2 à 4 joueurs. Je crois qu'il s'agit d'un jeu qui avait déjà connu une première édition, mais qui fait l'objet ici d'une rethématisation complète, si je me souviens bien. Je crois avoir lu ça quelque part, mais je peux me tromper. Et comme vous le voyez, encore une fois, comme souvent avec ce duo, un jeu parfaitement abstrait avec différentes formes géométriques, différents blocs géométriques que vous pourrez essayer d'entasser pour faire différentes figures pour l'emporter face à votre ou à vos adversaires. Bon, ça n'a pas l'air inintéressant au demeurant, mais thématiquement, ça a l'air d'être assez vide, pour être tout à fait honnête, même si ça a l'air d'être relativement bien produit. Il y a du polyomino, c'est un mécanisme relativement populaire ces dernières années. Est-ce que ça pourra vous plaire ou non? C'est quand même une autre question. J'ai pas fouillé plus que ça, là encore. C'est encore une fois un Kissling et Kramer, encore une fois du côté de chez GameFound. Les dernières tentatives de ce duo, mais pas forcément chez le même éditeur, c'était chez qui? C'était pas chez Queen Games pour le coup, c'était chez Game Brewer avec Amygdala. Ça s'était pas très bien passé. Là pour le coup c'est beaucoup mieux, vous le voyez, 610 contributeurs, c'est financé assez largement avec 27 000 euros d'engrangés. Par contre, malheureusement pour l'instant en tout cas, pas de version française à l'horizon. Vous avez aperçu les drapeaux anglais, américain, espagnol et italien. C'est assez rare de voir ces deux-là sans celui de la France. Ça pourrait venir à terme, mais pour l'instant en tout cas ce n'est pas le cas. Ensuite, passons au niveau de pledge. On a donc ici le pledge de base en Early Bird à 35$ et le pledge de base également à 35$. Donc qu'est-ce que ça vient changer? Eh bien ça vient changer que ici vous avez un artwork gratuit inclus dans le Early Bird pour le même prix. Ensuite, vous avez le retailer donc pour les boutiques et c'est tout. On n'a pas d'édition deluxe particulière, donc il faudra se contenter de cette seule édition qui, ceci dit, au passage, n'a pas l'air d'être mal produite, bien loin de là. Mais quand même. C'est vrai que chez GameFound, chez Kickstarter, on a l'habitude d'avoir au moins un petit peu de deluxification. La deluxification, pour le coup, elle va passer par les add-ons que vous voyez ici et qui seront donc parfaitement optionnels.
Vous avez par exemple ici ce petite tuile en bois avec la petite surimpression en UV spot qui est plutôt sympa. Aussi, on aura potentiellement un plateau double face, j'ai l'impression, à moins qu'il s'agisse plutôt d'un tray, donc un insert peut-être pour ranger le jeu de manière circulaire. Ok, pourquoi pas. Pour 15$, c'est pas forcément très intéressant. Ensuite, la fameuse carte postale que vous avez vue incluse dans le pledge en Early Bird qui sera disponible pour 8$. Et puis également des sacs en tissu pour chaque joueur à 5$. Pour le shipping, au niveau du Canada, c'est 20 ou 23 selon si vous prenez une ou deux copies. Bien évidemment, c'est le moment de se regrouper à deux pour économiser un petit peu sur les frais de port. Ensuite, nous au Japon, c'est 25,32. Et pour vous en Europe, avec France, Belgique, mais également Luxembourg, c'est 17 ou 19. Pour nos amis suisses, c'est 20 et 23. Voilà pour Pueblo, un jeu qui m'attire pas outre mesure, mais qui a une couverture très jolie. Après, c'est un jeu abstrait. Les jeux abstraits ont tendance à m'attirer un petit peu moins. Ici, on est quand même pas mal sur des formes géométriques avec des blocs un petit peu à la Tetris, mais en 3D. C'est pas inintéressant au demeurant, mais c'est pas un truc qui, moi, personnellement, m'attire outre mesure. Mais je serais très curieux de voir ce que vous en pensez. Voilà pour Pueblo. On continue tout de suite avec un projet atypique qui me tient presque à cœur, j'ai envie de dire, parce que j'ai envie de le backer, et pour l'instant je me retiens parce que je me dis qu'il sortira pas. Mais d'un autre côté, c'est un projet vraiment atypique qui offre une proposition assez unique, assez originale. Il s'agit de Sparta, Struggle for Greece, 2 à 3 heures la partie pour 1 à 2 joueurs, un mode solo, mais essentiellement un jeu à 2 joueurs, et du coup ça en fait pas un jeu à 2 joueurs vraiment long. On a rarement des jeux à 2 joueurs aussi longs, et du coup c'est aussi ce qui me pousse à penser que peut-être il aurait un petit peu mal à sortir, mais d'un autre côté il a beaucoup de charme. C'est un jeu qui pour l'instant, vous le voyez, n'a pas attiré beaucoup de contributeurs. On est à 20 000 euros, oui, 20 000 euros certes, mais à 285 contributeurs au moment où je m'enregistre, à 26 jours de la fin de la campagne. C'est un premier projet, non c'est un deuxième projet, excusez-moi, pour Stuart Tonge, qui nous vient d'Angleterre, de Plague Island Games, c'est le nom de l'éditeur qui est derrière ce projet, et non ce n'est pas un projet grec pour le coup, c'était également lui qui était derrière 2 Minutes to Midnight, qui avait fait 716 contributeurs, ce qui est loin d'être ridicule, un projet dont on avait parlé il y a 1 an et demi de ça je crois, hein, si je me souviens bien. C'était un des premiers menus du crowdfunding, si je me souviens bien. Et donc il revient avec Sparta, un projet avec des miniatures, avec une direction artistique vraiment plutôt soignée, et vraiment un jeu long pour 2 joueurs, avec des cartes, on est sur la gestion de main, on est également un petit peu sur des figurines, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, on est sur de la gestion, on est sur la, comment dirais-je, la domination, du contrôle de territoire, devrais-je plutôt dire, avec vraiment des aspects assez intéressants, assez intrigants. Pour l'instant disponible en français, pas en français, pardon, en anglais et en espagnol, mais pas en français, excusez-moi. Est-ce que ça viendra? On verra bien. Je pense que c'est assez difficile à vendre à des éditeurs. C'est un jeu quand même pour 2 joueurs uniquement. Déjà, c'est un premier critère qui va peut-être en faire reculer certains. Et au-delà de ça, un jeu très très long, donc là aussi, pas forcément facile à vendre aux éditeurs à mon avis. Mais ça pourrait être assez intéressant de le retrouver en français. Je serais en tout cas pour ma part très curieux de l'essayer. Alors, continuons un petit peu. Voilà, la présence un peu sur la table, c'est plutôt joli, c'est plutôt joliment présenté, je trouve ça plutôt charmant pour ma part. On a quelques petites miniatures, mais ça déborde pas non plus, ce qui permet d'avoir un pledge de base pas trop pété en termes de tarifs, 59$, ça reste plutôt abordable, mais attention, c'est l'édition standard. Si vous voulez l'édition Deluxe avec les miniatures et avec les pièces de métal, ça va faire grimper la sauce bien évidemment à 89$ au lieu de 120 en boutique, si tant est qu'il atteigne les boutiques un jour. Donc ça s'accompagnera de 13 miniatures, peut-être que le chiffre sera amené à évoluer avec les stretch goals, peut-être, on verra, plus 25 pièces de métal qui pour l'instant en l'état ont pas l'air d'être très très jolies, mais bon c'est peut-être sujet à modification là encore. Ensuite, pour le reste, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, les dés, les cartes, la gestion de main que vous pouvez imaginer, les tuiles de région également dont vous pouvez prendre possession, les cubes et les tuiles d'influence, donc pour la prise de pouvoir, la prise de domination de territoire, etc. Ça a l'air assez intéressant, vraiment, même les cartes ont l'air d'avoir différentes fonctions vraiment pas dégueulasses. Je serais curieux de l'essayer, vraiment. Est-ce que ça marchera dans les faits, ou est-ce que c'est juste un jeu qui présente bien? C'est encore un autre sujet. Je ne l'ai pas testé, je ne saurais pas vous dire, mais je suis très intrigué par le jeu en tout cas.
Allez, ceci dit, je vous laisse découvrir un petit peu par vous-même. On reste sur une mention honorable, donc on va pas passer trop de temps dessus. Mais en gros, vous avez ici un petit peu le gameplay, avec donc jouer une carte pour bénéficier de certains événements ou certaines opportunités, déployer ses troupes sur la carte, mobiliser de nouvelles troupes ou les préparer pour le tour suivant en dépensant certaines pièces d'argent bien évidemment, renforcer sa domination sur un territoire donné en y installant certains bâtiments par exemple, ou au contraire assiéger certaines villes pour l'instant occupées par votre adversaire, combattre, bref, il y a tout un tas de trucs à prendre en compte, mais ça a l'air d'être relativement bien foutu tout ça. Donc vraiment, je serais très curieux de l'essayer, mais je suis pas sûr que ce soit un pledge qui mérite d'être effectué dans mon cas à moi, parce que je ne suis pas persuadé que ce soit un jeu qui sortira tellement chez moi avec Xavier, mais quand même, je suis vraiment intrigué. Vous pouvez tester le jeu sur TTS, ceci dit, si vous avez 2-3 heures libres devant vous, ou si vous avez à minima au moins 1 heure, 1 heure et demie pour le tester sans aller forcément jusqu'au bout de la partie. TTS, on n'est pas forcément toujours fan, en tout cas moi c'est pas mon cas. Mais vous avez également quelques petites previews en anglais, rien en français malheureusement, mais bon, si vous êtes anglophone, ça pourra vous permettre éventuellement de vous mettre un petit peu plus d'informations en poche pour éventuellement faire un choix éclairé concernant le jeu. Ensuite, continuons avec le shipping. Pour le Canada, c'est à 25$ de frais de port. Pour l'Union Européenne, 14 ou 20 en fonction du pays dont vous êtes résident. La liste est ici. Donc France, Belgique, c'est par exemple 14 $, pardon, ça revient à peu près au même. Et nous, en Asie, c'est 30$. Autre raison pour laquelle j'ai quand même tendance à dire non, c'est pas très raisonnable, cohérent d'aller pledger ce jeu, même s'il a l'air quand même assez charmant. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Sparta Struggle for Greece, un jeu atypique mais intéressant. Je serais très curieux de voir certains de vos retours concernant ce projet assez original. Et on termine ce segment des mentions honorables de la semaine avec Factions of Sol, qui nous vient de Mark Ivy Games. C'est son premier projet sur Kickstarter, et pour l'instant ça se passe pas trop mal avec 276 contributeurs, 24 000 € d'engrangés, c'est donc largement financé, et il reste 26 jours avant la fin de la campagne pour ce jeu de 1 à 4 joueurs pour 12 ans et plus, 120 minutes la partie, un jeu dans lequel vous allez manœuvrer votre vaisseau, explorer les confins de notre système solaire, et puis mener votre faction vers la gloire, avec un jeu asymétrique de stratégie qui a l'air d'être plutôt bien foutu, même si en termes de direction artistique pure, ça paye pas forcément de mine, vous le voyez. On a en gros un gros plateau circulaire qui représente notre galaxie, on va dire, avec des tokens pour chacune des planètes qui vont être certainement amenées à faire leur rotation. Et puis ensuite on a un paquet de cartes, plus de 200 cartes, et puis quelques plateaux de joueurs avec donc des factions asymétriques. Donc vraiment, sur le principe, ça a l'air d'être relativement intéressant, mais je suis beaucoup moins convaincu par l'aspect direction artistique et matériel, même si on est quand même sur un premier projet Kickstarter, donc on ne peut pas forcément demander non plus un matos extraordinaire à tous les primo-éditeurs qui sortent un petit peu de nulle part, et puis c'est pas non plus mal produit au demeurant, c'est juste la direction artistique qui m'attire pas tellement. Pour le reste, qu'en est-il du prix du pledge ou des pledges potentiels? On va essayer de trouver ça, sachant que, attention, vous avez aussi un mode solo, c'est précisé ici, Factions of Solo, petit jeu de mots. Ensuite, continuons, j'essaie de trouver les niveaux de pledge, mais je ne trouve pas. Donc c'est juste que je suis un gros galérien. On a ici un add-on, enfin on a les add-ons d'ailleurs, mais pas le niveau de pledge, donc peut-être que je l'ai simplement raté, auquel cas on va se diriger directement ici. Le pledge de base est à 59$, c'est le pledge Venus pour une copie du jeu de base, plus tous les stretch goals potentiels derrière. Et ensuite, on a aussi un pledge à 90€ pour le Earth Level, qui vient contenir la copie de Factions of Soul, plus une extension intitulée Greetings from Pluto, donc salutations de Pluton. Et puis, on a aussi un pledge à 109$, je crois que c'est le dernier, oui c'est ça, pour un pledge retail, donc si vous êtes en charge d'une boutique et que vous voudriez prendre plusieurs copies du jeu. Ensuite, pour le shipping, pour les frais de port, c'est donc 15 à 25$ au Canada, 15 à 25$ également pour l'Union Européenne, et pour le reste, nous on est certainement à la APAC, donc 15 à 25$ également j'imagine.
Et ma foi, c'est à peu près tout pour Factions of Sol, alors qu'on voit que l'auteur est apparemment un fan de Terraforming Mars, mais également de Seven Wonders ou encore de Wingspan, donc plutôt des grands classiques. Est-ce que pour autant ça en fait un jeu de qualité? Pas forcément, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, pour un primo-éditeur, ça se passe plutôt pas mal pour eux. Ma foi, c'est à peu près tout pour Factions of Sol, et c'est également le dernier des mentions honorables de la semaine. On va maintenant pouvoir passer aux 3 gros projets de la semaine. On commence tout de suite ces gros projets de la semaine par le gros morceau, le vrai gros morceau de la semaine, la star un petit peu de cette semaine, c'est la 52e campagne de Simon. 52e campagne déjà pour Simon, et pourtant ça fait quand même 2 campagnes consécutives qu'ils se prennent des micro-tartes dans la tronche. Ils ont aussi un petit peu subi les foudres des backers suite à leur mauvaise gestion, on va dire, des frais de port de l'une de leurs précédentes campagnes. Et depuis, c'est vrai que bon, ça se ressent un petit peu dans le nombre de backers, disons. On le voit ici d'ailleurs avec Cyberpunk, il y a quelques mois à peine, 6300. Alors vous me direz, c'est assez conséquent, oui c'est énorme, mais comparativement aux autres campagnes de cet éditeur, c'est pas si énorme que ça. On avait quand même l'habitude de voir des campagnes avec plus de 25 000, ici par exemple Marvel Zombies, je crois que c'était celle-ci d'ailleurs, la campagne qui avait connu une mauvaise gestion des frais de port, où on avait vu des frais de port exploser littéralement. Mais donc 29 000 quasiment ici, on avait aussi 25 000, 21 000, 21 000, bon, parfois des campagnes un petit peu plus anecdotiques comme The Animation Collection ou le Simon Comics, etc., qui n'était même pas un jeu d'ailleurs à proprement parler, mais sinon le reste c'est souvent entre 20 000 et 30 000 que ça se situe. Et là, du coup, depuis Cyberpunk avec 6300 et désormais avec Dune Wars avec 6500 pour l'instant, et ben on est assez loin des scores habituels de l'éditeur américain. Mais bon, ceci dit, vous me direz, 6500 c'est quand même loin d'être ridicule, très très loin d'être ridicule. Et en plus de ça, il reste 5 jours avant la fin de la campagne, et quand on voit un petit peu l'évolution de cette dernière, on peut se dire aisément que la campagne devrait pouvoir quand même dépasser les 10 000 d'ici la fin de la campagne. Alors je le garantirai pas, parce qu'on est quand même à 3500 contributeurs des 10 000, mais il reste 5 jours, la campagne a été lancée il y a 3-4 jours à peine. Je pense que ça reste jouable, surtout que dans les 2 derniers jours, on a certainement, pas 50%, mais un tiers des backers qui viennent s'ajouter leurs derniers jours, donc je pense que c'est largement jouable de passer au-dessus des 10 000. Quoi qu'il en soit, Dune War for Arrakis, ce n'est pas à proprement parler un nouveau jeu, enfin si et non à la fois. En fait, c'est une refonte. C'est un jeu qui a été revisité et qui à l'origine est la guerre de l'anneau, ou la guerre des anneaux, je crois. Donc War of the Rings, si je me souviens bien, dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais refondu en fait simplement dans l'univers cette fois-ci du film de Dune, enfin dans l'œuvre de Dune, pas le film spécifiquement. D'ailleurs, on voit que les personnages n'ont pas l'allure, les traits des personnages du film. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 2 heures environ, donc potentiellement un petit peu plus court, je crois, que ce que ne pouvait l'être War of the Rings, justement. Si je me souviens, c'était un petit peu plus long que ça. Et c'est pour 14 ans et plus. Vous le voyez, comme souvent avec Simon, c'est du kilo plastique, entre autres, il n'y a pas que ça bien évidemment, mais on est un jeu avec beaucoup de miniatures dans tous les sens. Au-delà de ça, en termes de mécanisme pur, c'est un jeu de contrôle de territoire, mais également de guerroiement en tous sens, et puis également de gestion de main avec des factions asymétriques, bien évidemment, comme vous vous en doutiez, avec ici les Harkonnen et les Atreides. Alors je sais pas comment vous prononcez ça, moi je l'avais lu en anglais à l'époque. Quoi qu'il en soit, pour le reste, le lore, vous le connaissez un petit peu, avec les 2 grandes maisons, donc Harkonnen et Atreides, avec le fameux Paul Atreides, le héros du dernier film qu'on a pu voir sur les grands écrans récemment. Et donc vous avez cette guerre entre ces 2 factions purement asymétriques qui vont chacune utiliser de leurs propres ressources, de leurs propres stratégies pour pouvoir espérer l'emporter, sachant que là encore, les façons de l'emporter seront également divergentes en fonction de la faction que vous incarnerez. Alors vous allez me dire, il y a uniquement 2 factions, mais jusqu'à 4 joueurs. Eh bien oui, puisqu'en fait vous jouerez plus ou moins en équipe. Lorsque vous jouerez à 4 joueurs, 2 personnes incarneront, disons, l'équipe des Harkonnen, mais elles sont en fait les Harkonnen et puis je crois une sous-faction des Harkonnen, et puis pareil du côté des Atreides également. Et vous le voyez, on a donc différents chemins vers la victoire. Par exemple ici pour le baron Harkonnen, eh bien, il devra chasser et détruire tous ses opposants afin de gagner une suprématie totale de l'univers de Dune par exemple. Ce sera une des 2 façons de l'emporter, alors que de son côté, Paul Atreides, il aura un objectif secret qu'il devra tenter de réaliser durant la partie
en suivant 3 différentes valeurs et leur chemin. Par exemple ici, Desert Dwellers, Jihad et le Kwisatz Haderach, donc l'espèce de Messie dans l'univers de Dune. Bref, différents chemins vers la victoire pour les deux camps autour de la table, ça aussi c'est super intéressant. Ensuite, on a bien évidemment l'épice, hein, comment dirais-je, la ressource centrale de l'univers de Dune qui sera vraiment au centre du jeu là aussi, mais pas forcément pour les mêmes raisons dans un camp et dans l'autre, mais ce sera forcément très intéressant aussi de pouvoir s'attribuer ou non telle ou telle ressource, tel ou tel montant de ressources d'épices, sachant que l'adversaire en aura une utilisation un petit peu différente de la nôtre également. Ensuite, vous aurez des plateaux individuels qui seront légèrement différents, légèrement asymétriques, là encore, d'une faction à l'autre, avec par exemple la maison Atreides qui pourra utiliser sa house action, donc sa maison de faction, enfin son action de maison, disons, de manière un peu wild, donc c'est une sorte de joker, on va dire, qui lui permettra de faire toutes les autres actions indépendantes, enfin, comment dirais-je, soit l'une, soit l'autre, etc. Bref, vous aurez compris un petit peu de là où je veux en venir. Vous pourrez accomplir n'importe quelle autre action grâce à cette action, et vous pourrez aussi utiliser le pouvoir du désert pour eh bien, invoquer et activer ces espèces de gros vers que l'on voit parfois dans les films et dans les œuvres en général de Dune. Au contraire, la maison Harkonnen, elle, eh bien, pourra simplement essayer d'aller upgrader, donc d'aller renforcer les unités qu'elle a déjà déployées, ainsi que les véhicules qu'elle pourra envoyer. Et puis également, si la production d'épices est particulièrement conséquente, eh bien, vous aurez accès à plus de dés encore pour pouvoir eh bien, tenter d'avoir encore plus de bons résultats, bien évidemment. On aura aussi bien évidemment différentes cartes avec des leaders de faction. Leader de faction que vous pourrez certainement incarner, je crois, si vous êtes justement à plus de 2 joueurs, si je me souviens bien. Enfin, il y a un système comme ça où si on joue à 4 joueurs, eh bien, dans le camp des Harkonnen, par exemple, ou dans le camp des Atreides, le second joueur va en fait incarner une sorte de sous-faction, en gros. Hein. Avec les miniatures, bien évidemment. On a pas mal de leaders qui vont avoir leurs effets spécifiques, leurs actions spécifiques et asymétriques, bien évidemment. Ensuite, vous avez donc les fameux gros vers dans les sables qui vont venir, eh bien, tout simplement joindre leurs forces, entre guillemets, être invoqués, être convoqués même carrément par la faction des Atreides pour se défendre face aux Harkonnen. Ensuite, on aura également toute une dimension de contrôle de territoire qu'on peut apercevoir ici, notamment avec les légions des Harkonnen qui, elles, seront plus amènes de se déplacer rapidement, de fuir en fait simplement aux grands vers que l'on voit ici, notamment via leurs ornithopters, donc les véhicules que vous voyez ici. Alors que de l'autre côté, eh bien, les factions Atreides pourront notamment donc, invoquer, comme j'ai déjà dit, ces grands vers de sable qui pourront eh bien, simplement se déplacer beaucoup plus rapidement, se mouvoir à travers les sables, et puis également profiter de leur vitesse de déplacement. Ensuite, vous aurez bien évidemment tout un tas de cartes avec une grande dimension de gestion de main, de prévision, de planification à long terme pour pouvoir utiliser chacune des cartes de votre maison dans le meilleur timing possible. Ensuite, il y aura également, vous le voyez ici, quelques petites tuiles qui seront présentes sur le plateau, qui seront en fait plus ou moins des barrières qui vous protégeront jusqu'à un certain moment du jeu si vous êtes du côté des Harkonnen, mais qui vont finir par se faire détruire. En tout cas, la faction des Atreides cherchera à les détruire via justement ces grands vers pour les affaiblir. Le pledge de base, ça coûte très cher, et oui, en même temps on est encore une fois sur un jeu plastique, on est aussi sur un jeu Simon, on est aussi sur un jeu à licence, tout ça coûte cher. Du coup, le pledge de base est à 110$. Ça pique un petit peu sa maman, évidemment, mais on s'y attendait en même temps. Je serais curieux de voir ceux qui s'attendaient à un pledge à moins de 100$ dès lors qu'on avait une sorte d'aperçu du matériel il y a quelques semaines déjà. Ceci dit, c'est quand même un prix un peu moins conséquent, semble-t-il, que celui du jeu lorsqu'il atteindra les boutiques, puisqu'il devrait théoriquement coûter 140$ le moment venu. On y croit pas, c'est une autre chose. 129 miniatures dans le jeu, c'est assez conséquent, notamment 2 figurines pour Paul lui-même, pour ces 2 différentes apparences, et ensuite les différents leaders, les différents personnages que vous pourrez utiliser pour vos factions, sachant que certaines miniatures sont en exemplaires multiples, bien évidemment, pour ce qui est du menu fretin, disons. Ensuite, il y a également les véhicules des Harkonnen également que vous pourrez utiliser avec 6, 3 et 8 exemplaires de chacun, et puis les fameux Sandworm ou le fameux Wildmaker également, donc qui seront présentes avec des figurines assez conséquentes. Ensuite, le reste du composant, donc vous avez ce double plateau à 4 couches, on va dire, que vous pourrez donc eh bien,
connectés l'un à l'autre pour pouvoir former le plateau central. Ensuite, tout un tas de dés, les plateaux de faction, un max de cartes, y compris les cartes de leader en question. On aura aussi bien sûr des aides de jeu, des objectifs, des petites tuiles pour les déploiements d'unités, des Harkonnen et également des Atreides, etc., etc. Donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et pas les miniatures, mais par contre les tuiles que j'ai mentionnées tout à l'heure qui serviront un petit peu de, comment dirais-je, de barrage aux Harkonnen dans les premiers tours et que bien sûr les Atreides auront à cœur de détruire pour se frayer un chemin. Ensuite, on aura bien évidemment des exclusivités Kickstarter durant la campagne, notamment via les stretch goals, avec encore plus de nouveaux personnages, de nouveaux leaders, qui vont venir au fur et à mesure garnir la boîte, l'enrichir plus encore, et vous offrir également plus de rejouabilité, plus de profondeur de gameplay. Donc forcément, c'est très intéressant. On en saura de plus en plus au fur et à mesure que les SG, les stretch goals, se dévoilent. Et comme vous l'avez vu, comme souvent d'ailleurs avec Simone, je repasse un petit peu en début de campagne. Ici, c'est une campagne très très courte, il reste actuellement 5 jours au moment où je m'enregistre, soit 4 jours lorsque vous verrez cette vidéo. Donc vraiment, c'est encore une fois, comme souvent avec Simone, des campagnes très très courtes. On en revient là où nous en étions tout à l'heure, à savoir le matos, les stretch goals. On a également le livret de règles qui est disponible actuellement en PDF mais uniquement en anglais. Pour l'instant, pas de version française à l'horizon, mais bon, c'est Simone, il y aura très certainement une version française à terme. Ensuite, vous avez un petit aperçu de ce que pourraient donner les figurines une fois peintes, et effectivement ça a de la gueule. Généralement Simone a plutôt des figurines de bonne aloi, de belle qualité on va dire, mais bon, après peint c'est toujours beaucoup plus clinquant bien évidemment. Ensuite, continuons, vous avez ici les optional buys, ce qu'on appelle communément les add-ons, ce que vous pouvez ajouter par-dessus votre pledge pour aller deluxifier un petit peu votre expérience, à commencer par ici la Spacing Guild pour 40$. Eh bien, ça vous ajoutera toutes ces miniatures de vaisseaux dans tous les sens, mais également d'unités que vous pouvez apercevoir ici, ainsi que de nouvelles cartes également, des cartes de planification, des cartes d'aide de jeu également, et puis 3 petits plateaux de joueurs également. C'est une sorte de micro-extension, on pourrait dire, mais micro-extension quand même pour 40$, mine de rien. Ensuite, les stretch goals, on passera dessus lors du suivi du mini crowdfunding dans quelques jours, dans 3 jours à peine, et on arrive au sujet qui fâche. Peut-être pas spécialement dans cette campagne, mais qui fâche avec Simone depuis déjà 2 campagnes et demie, on va dire, à savoir les frais de port. Les frais de port qui ont été méchamment augmentés pour Marvel Zombies, si je me trompe pas, et du coup maintenant ils prennent un peu de précaution, ils mettent des frais de port assez conséquents d'entrée de jeu, et du coup ça attire pas tellement plus le chaland, puisque effectivement c'est peut-être un petit peu plus honnête, mais ça coûte les yeux de la tête, et on se dit qu'un éditeur aussi conséquent que Simone, avec certainement une certaine assise financière, pourrait peut-être prendre en partie sur les frais de port qu'il propose à ses backers. Parce que vous le voyez, ne serait-ce que pour les États-Unis, c'est quand même le public principal de Simone, on est pour la plupart des États des États-Unis entre 48 et 58$ de frais de port pour un jeu. Ça pique très méchamment quand même, soyons honnêtes. Pour le Canada, c'est 70,85, encore pire, largement pire même. Et ensuite, pour l'Union Européenne, donc pour la plupart des pays, y compris donc la Belgique ou la France par exemple, on est sur du 48 à 62, donc c'est pas très différent des États-Unis. Par contre, pour nos amis suisses, c'est encore plus conséquent, c'est plus proche du Canada, entre 70 et 75$. Même chose d'ailleurs pour nos amis du Liechtenstein, éventuellement, s'il y en a qui nous regardent du Liechtenstein, je ne pense pas, mais après tout, pourquoi pas. Et juste par curiosité, nous, au Japon, dans le Asia Hub, on est dans les Other Countries, du coup, 30 à 61, c'est plus intéressant pour nous que pour certains Américains. Et au-delà de ça, la TVA aussi sera ajoutée dans le Pledge Manager, donc prenez ça aussi en compte, ça fera monter encore plus la note. Donc vous le voyez, 110$ pour le jeu de base, plus 40 éventuellement pour la sorte de petite extension qui est fournie si l'on choisit de la mettre. Donc le tout ça fait 150$, plus la TVA, ce qui va vous ajouter du coup certainement 35€ environ, donc 185 plus les frais de port, vous allez monter à plus de 200$ pour Dune War of Arrakis. Les retours concernant le jeu d'origine, le jeu dont il est issu, bien qu'ayant connu une refonte, à savoir donc War of the Rings, était, et encore d'ailleurs maintenant, un des jeux les plus populaires de tous les temps sur BGG. Je crois qu'il fait partie du top 10 ou du top 20 de BGG si je me souviens bien.
et c'est inspiré du jeu, c'est une sorte de refonte du jeu en question. Donc il y a de fortes raisons de croire qu'en plus avec les mêmes auteurs derrière, ce soit un excellent jeu. Il y a assez peu de risques que ça se foire à ce niveau-là. Par contre, en termes de prix, c'est complètement pété, soyons honnêtes. Donc effectivement, j'aimerais beaucoup l'essayer un jour, ça aucun problème là-dessus. Mais aller le baquer à ce prix-là, très clairement, autant attendre la sortie en boutique, ce sera certainement un peu moins cher que ce qu'ils veulent bien nous dire, et ça évitera de payer en plus une TVA et des frais de port par-dessus. Même si le prix du jeu de base en tant que tel sera un petit peu plus conséquent par contre. Mais bon, voilà pour Dune War of Arrakis. J'aimerais bien dire que c'est une belle machine qu'ils ont fait parler à la poudre. Mais ce serait à moitié vrai parce que comparativement avec leurs anciennes campagnes, c'est pas si extraordinaire que ça, même si on reste sur des scores très conséquents et qu'on va certainement aller chercher peut-être autour du million d'euros d'ici la fin de la campagne. Voilà pour Dune War of Arrakis. Vous vouliez le voir apparaître dans les gros projets de la semaine, vœu exaucé, mais pour autant, j'aurais préféré que vous souhaitiez que le projet soit financé au moment où je m'enregistre, puisqu'à l'heure actuelle, on en est très très loin, vous voyez, 84 contributeurs à 22 jours de la campagne, 6 000 euros d'engrangés sur 20 000 nécessaires. C'est difficile. C'est difficile pour Valrock pour sa deuxième tentative sur Kickstarter après une première tentative, je crois, il y a plus de 6 mois si je me souviens bien. Il me semble que c'était au printemps dernier. On avait connu à ce moment-là une annulation du projet avec 70 contributeurs seulement à l'époque. C'était quand? On va essayer de retrouver la date. C'était en novembre, donc c'est presque un an finalement. Un petit peu moins d'un an que Valrock s'était lancé et avait malheureusement échoué lors de sa première tentative. Pour l'instant, ça se passe pas tellement mieux. Et c'est triste parce que c'est un projet belge d'auteur particulièrement sympathique. J'ai pu échanger avec l'un d'eux à plusieurs reprises. Il est vraiment adorable et j'aimerais bien faire tout mon possible pour encourager le projet, mais malheureusement j'ai pas forcément une force de frappe suffisamment conséquente pour faire passer ce 84 à 300 ou 400 d'un coup. Je l'espère, mais j'en doute un petit peu malheureusement. Je rappelle bien évidemment que c'est un projet qui est disponible en version francophone, mais également en italien et en espagnol, mais c'est autre chose. Mais en tout cas, en version francophone, c'est acquis, de fait, de base. Et c'est un jeu en plus de ça qui se veut relativement ambitieux, avec un aspect de placement d'ouvriers, mais également une sorte de planification assez intéressante en termes de timing. Quand est-ce qu'on va aller activer cette action, sachant que plus longtemps on le laisse en l'état avec son ouvrier dessus, mais sans en activer l'action, eh bien elle va perdre de sa puissance au fur et à mesure que les autres, eux, vont l'utiliser avant nous. Donc il y a vraiment un aspect très intéressant en termes de timing là-dedans. Le jeu est assez ambitieux. Personnellement, je le dis avec toute honnêteté, je ne suis pas très fan de la direction artistique, mais ça, soyons tout à fait honnêtes, c'est relativement subjectif déjà, donc peut-être que vous appréciez la direction artistique bien plus que ce n'est mon cas, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, personnellement, je ne suis pas particulièrement attiré par la présence sur table du plateau comme on le voit ici un petit peu. C'est un jeu qui n'est pas vilain du tout, mais c'est juste pas vraiment ma came en termes de direction artistique, en termes d'illustration. Au-delà de ça, c'est un jeu pour 14 ans et plus, pour 1 à 4 joueurs, ce qui veut dire que oui, on a un mode solo d'entrée de jeu dans le jeu. D'entrée de jeu dans le jeu, c'est encore très élégant comme tournure de phrase, et c'est des parties d'environ 60 minutes, donc des parties relativement contenues, relativement courtes, ce qui en fait un jeu relativement facile à sortir. En termes de thématique, on est sur de la fantasy, on va incarner différents mages, et on va chercher à devenir l'archimage de la région de Valrock, de l'univers de Valrock, et pour ça, il faudra prouver notre valeur au comité, au jury, etc. Vous avez également ici un lien vers la campagne en français directement, qui vous emmène directement sur le site de Omea Games, l'éditeur belge. Et ensuite, on va aborder un petit peu les différents niveaux de pledge. Le premier étant le Wizard Pledge, donc le pledge des sorciers, on va dire, à 46 €, qui vient incorporer le matériel que vous avez ici sous les yeux, donc ce fameux plateau avec les différentes zones auxquelles vous aurez accès et qui vous permettront d'aller chercher différentes actions avec plus ou moins de puissance en fonction du timing également. Il y a également un petit aspect de push your luck avec cet espace que vous voyez ici pour aller chercher des artefacts dans des grottes, dans des cavernes pour aller renforcer votre mage. Ensuite, en parlant de mages, on a 4 plateaux de mages qui pourront être asymétriques si je me souviens bien. J'ai un petit peu mélangé certains projets peut-être après en avoir consulté une vingtaine cette semaine, mais il me semble qu'il y avait un petit peu d'asymétrie quelque part.
Ensuite, en termes de matériel, on aura aussi une sorte de meeple pour votre sorcier, votre assistant, votre mercenaire. Alors oui, c'est votre mercenaire attitré, alors qu'un mercenaire, un mercenaire par définition, c'est pas vraiment attitré à qui que ce soit théoriquement, mais bon, ici c'est le cas. Et puis également un moine que vous pourrez utiliser, mais j'imagine que s'il est seul, apparemment, ce sera un petit peu à qui réussit à le prendre en premier pour effectuer son action. Ensuite, des petits cubes de bois, 48 cartes de créatures, Aquini étant un petit peu au centre de ce jeu, si je me souviens bien, dans la version coopérative, parce que vous avez une extension qui vous permet d'y jouer en coopération également. Ensuite, 32 cartes d'action, et puis 20 cartes de mode solo, 24 cartes de leçons pour aller apprendre de nouveaux sorts, les sorts avec les 16 cartes que vous voyez ici qui seront utilisables également, notamment avec des cartes de magie noire qui vous permettront de bénéficier de bonus instantanés ou qui vous faciliteront le processus d'obtention de certaines choses durant la partie, mais qui vous reviendront dans la face par derrière parce que l'utilisation de magie noire n'est pas forcément très bien vue par le comité des jurys. Donc ça reviendra vous mordre le cul à la fin de la partie avec des malus bien évidemment, mais ça pourra vous avantager, donc c'est une question de timing également. Ensuite, 10 cartes de offerings, comment on pourrait dire ça, c'est pas des dons, mais bon, ça y apparente, on va dire, des cadeaux, hein, on va dire. 44 pièces qui, dans cette version de base, sont, j'imagine, en tout cas en carton. J'espère que pour l'instant c'est du work in progress, comme on dit, parce que pour le coup les pièces sont pas très très jolies visuellement. Ensuite, on a le plateau ici qui est un game turn track, donc juste un compteur de tours de jeu. Ensuite, on a également ici des petits plateaux de chasse environ, on va dire ça comme ça, qui vous présentent en fait à chaque tour quels sont les éléments qui sont mis en avant par le jury pour notamment aller enclencher votre chasse aux différents monstres qui vous rapporteront plus ou moins de points en fonction des éléments et en fonction de la valeur de l'élément au tour en cours. Ensuite des aides de jeu, etc. etc. Et puis également, bon, c'est un petit clin d'œil éco, vous aurez également un arbre planté à chacun des pledges que vous ferez, donc ça c'est plutôt sympa, ça vient réduire un petit peu l'empreinte carbone. Parce que ça, j'ai un vocabulaire de l'écologie assez piètre, vivant assez loin de la France, tout le vocabulaire des news, on va dire, de l'actualité est assez filtré de mon côté, j'avoue, même si heureusement on a internet, mais quand même, je fais un petit peu moins attention et je l'ai un petit peu moins sous les yeux que vous au quotidien. Ensuite, on a le Deluxe Wizard Pledge à 63€, qui est en fait une sorte de pledge deluxe, on va dire, avec cette fois-ci des pièces en métal au lieu de celles en carton, c'est toujours très agréable. Reste toutefois à voir à quoi ressembleront les pièces en métal, est-ce qu'elles auront le même design, est-ce que ce design est déjà plus ou moins définitif ou est-ce qu'il sera revu à terme. On aura ensuite un petit sac avec le logo de Valrock dessus, certainement pour aller contenir les pièces j'imagine. Encore plus de tuiles de magie noire et puis également une édition numérotée, donc pour chacune des boîtes de l'édition en question. Ensuite, on a aussi le Story Pledge pour avoir le jeu de base. On ne voit pas la boîte du jeu de base, mais en fait, c'est écrit ici Everything from the Wizard Pledge, donc tout le Wizard Pledge, plus l'extension The Legend of Aquini, le tout pour 69€ pour cette extension avec 10 scénarios. 10 scénarios, vous mettez ça au play comme vous l'entendez, pour y jouer en coopératif, avec en plus des plateaux de créatures légendaires, et puis également des cartes de leçons et des cartes de sorts, mais également des cartes de magie noire, avec un C qui ne devrait pas être ici d'ailleurs, en plus par rapport au jeu d'origine, 40 cartes d'événements qui viendront impacter, j'imagine, votre campagne, et puis encore plus de fiches de scoring, et puis également l'un des attraits principaux du jeu selon moi, et je pense selon beaucoup de gens d'ailleurs, ce sont ces enveloppes que vous pourrez aller décachetonner pour aller ajouter du nouveau matériel en fonction des résultats de votre scénario en cours. Lorsque vous finirez la partie, on vous dira quelle enveloppe aller ouvrir et vous aurez encore plus de matériel à aller ajouter au jeu et qui viendra à impacter bien évidemment la suite des événements. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est super intéressant. Et enfin, je crois que c'est le dernier d'ailleurs, oui. Oui, c'est le dernier. Ensuite, c'est le retail, donc c'est un peu autre chose. Mais donc le Mythical Pledge à 84€. C'est la même chose que ce que vous avez vu précédemment, donc ce pledge avec la fameuse extension Aquini, mais cette fois-ci avec la version Deluxe du jeu, donc numérotée avec les pièces en métal, etc. Ensuite, c'est de le retail, donc c'est moins intéressant. La localisation, c'est pour voir si on fait d'autres langues, mais c'est pas pour nous, pour tout de suite en tout cas. Ensuite, donc, pour ce qui est du how to play, comment va-t-on jouer à ce jeu? Eh bien d'abord, on va jouer une phase de draft pour aller drafter les créatures que l'on souhaite, soit, comment dirais-je, apprivoiser, on va dire, en gros. Des créatures que vous pourrez apprivoiser, donc de cette couleur ici, mais des créatures aussi sauvages, bien plus compliquées à battre, mais qui rapporteront plus de points de victoire, et puis finalement les créatures mythiques,
qui elles vous rapporteront beaucoup de points, mais qui seront bien plus compliquées à vaincre, bien évidemment. Donc cette phase de draft qui vous permettra d'aller choisir un ou plusieurs monstres, je crois plusieurs, hein, à chaque tour, pour ensuite réussir ou non à soit les apprivoiser, les apaiser, on va dire, soit réussir à les vaincre. Ensuite, vous avez le plateau de chasse que j'ai mentionné tout à l'heure, avec ces éléments qui vont venir être interchangés d'un tour à l'autre et qui vont vous donner plus ou moins de points en fonction de l'élément actuellement mis en avant par le jury, en fonction des créatures que vous allez chercher à vaincre. Ensuite, on a la phase de tournoi avec une grosse phase de planification. Vous allez envoyer vos ouvriers, en fait d'abord votre sorcier lui-même, mais également son assistant, son mercenaire, enfin oui le mercenaire, c'est toujours un petit peu difficile pour moi de me dire qu'un mercenaire est attitré à un joueur en particulier, et puis potentiellement le moine si vous réussissez à mettre la main dessus avant les autres. Et donc pour chacun, ils auront une sorte de spécificité, de spécialité on va dire, qui les rendra plus compétents à aller dans telle ou telle zone, ou simplement qui sera capable d'aller dans des zones où les autres ne peuvent pas aller par exemple. Donc par exemple ici le moine ne vous permettra pas d'utiliser de la magie noire parce que c'est un homme pieux et donc il ne s'autorise pas à utiliser de la magie noire. Par contre l'assistant lui il se fait plaisir, il y va dans tous les sens, il est presque plus puissant que votre sorcier de base même, hein, on a envie de dire. Et le mercenaire lui fera à peu près tout ce que vous lui demandez, mais moyennant finance parce que ça reste un mercenaire même s'il vous est attitré. Ensuite, on a la phase d'action dans laquelle donc, vous allez déclencher les actions des ouvriers que vous avez précédemment posés dans les 6 ou 7 emplacements, je crois, on va vérifier rapidement, 8 emplacements différents. On a donc la ville sombre, on va dire la Dark Town, qui vous permet une action différente de la Magic Fountain, qui vous permet une action différente de la taverne, qui vous permet une action différente de la caverne, et ainsi de suite. Donc chaque emplacement va vous permettre d'accéder à une action différente, à un renforcement de votre personnage différent par exemple, ou l'obtention d'un artefact, et ainsi de suite. Donc vous allez faire progresser votre personnage, vous allez gagner de l'argent, vous allez le dépenser pour obtenir des artefacts, et ainsi de suite, avec également un petit mécanisme de push your luck dans la caverne, notamment pour aller choper des artefacts qui viendront renforcer votre personnage. On pourra aussi s'entraîner pour ensuite pouvoir affronter des créatures plus compétentes, enfin plus costaudes on va dire. Le sanctuaire qui lui vous permettra d'aller mettre la main sur le moine pour l'utiliser pour qu'il puisse vous rendre des services pour le tour suivant je crois. Ensuite on a l'université pour aller apprendre de nouveaux sorts, et puis enfin l'arène pour aller se confronter aux monstres, aux créatures que l'on a choisies en début de tour dans la phase de draft. Ensuite, continuons, les règles du jeu sont ici disponibles en français, donc jetez-vous dessus, ça peut être un jeu qui vous plaira vraiment, ça va être un jeu assez ambitieux. Je comprends bien que dans le même temps, on a plein de campagnes, pas spécialement cette semaine, mais celles qui ont été lancées la semaine dernière, celles qui vont venir encore la semaine prochaine. On est sur une période de forte concurrence, de forte compétition entre les jeux tous plus intéressants les uns que les autres, et du coup c'est vrai que les petits projets tels que Valrock ont tendance à passer un petit peu inaperçus, mais c'est un projet assez intéressant, assez ambitieux mine de rien, et vous pouvez en plus le tester sur Tabletop Simulator, donc pas d'excuses. Si vous êtes vraiment intéressé par Valrock, testez-le, voyez si ça a le potentiel de vous plaire suffisamment pour justifier un bac. Ensuite, continuons un petit peu, on va voir différentes vidéos en français qui vous donneront encore plus de détails sur le jeu que je ne peux le faire dans ce petit segment de 10-15 minutes, avec des vidéos de Ludochrono mais également de JB du Meeple Reporter. On a également Il était d'un jeu que je ne connaissais pas pour le coup. Ensuite Girl.game également pour la Belgique. On a aussi Jupito, je crois que c'est la chaîne du créateur du jeu me semble-t-il, parce qu'avant ils avaient encore maintenant d'ailleurs, ils ont une chaîne YouTube, mais ils ont décidé de faire un jeu, je crois que c'est eux, hein, il me semble. On a également le renard ludique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, on descend un petit peu pour aller voir le shipping, c'est ici que ça se passe. Pour une partie de la Belgique, donc si vous vivez à Bruxelles, à Mons ou à Namur, c'est gratos, il faut juste se déplacer en boutique pour aller récupérer votre copie. Pour le reste de la Belgique, mais également pour la France, pour le Luxembourg par exemple, ce sera 13 € de frais de port, ce qui n'est pas non plus très onéreux pour être honnête. Ensuite, pour nos amis canadiens éventuellement, nos amis canadiens, où sont-ils là-dedans eh bien, je ne les trouve pas, ma foi. Ah si, c'est ici que ça se passe. C'est la zone C, donc 23 €. Ok, pourquoi pas. Et pour nous qui sommes au Japon, malheureusement, 33 €. Bon, ça pique un petit peu pour être honnête. Donc, a priori, vu le prix du pledge plus le prix des frais de port, c'est peut-être pas un jeu que je vais backer. D'autant plus que
comme je l'ai dit tout à l'heure, moi personnellement j'ai un petit peu de mal avec la direction artistique, même si j'aimerais beaucoup tester le jeu à terme, en version physique surtout, parce que TTS je suis pas très très fan, même si c'est toujours bien pour se faire une première idée du jeu. J'aimerais bien le tester, mais de là à le baquer, bon, c'est un petit peu chéro à cause des frais de port notamment, pour ce que ça propose et aussi pour l'attrait que je peux en avoir vis-à-vis de la direction artistique. Mais au-delà de ça, ça reste un projet qui m'intéresse pas mal en termes de gameplay. Donc un petit coucou et surtout bonne chance pour la campagne à Julien, Thomas et Sophie qui sont derrière le projet. On aimerait bien vous soutenir autant qu'on le peut, malheureusement on n'a pas forcément non plus cette influence malgré les 1000 abonnés, les 1300 abonnés désormais à la chaîne. S'ils pouvaient tous se ruer sur votre projet, ça nous ferait le plus grand des plaisirs, bien évidemment, mais on sait tous que ça marche pas comme ça sur Kickstarter. Mais bon, j'espère que d'ici les jours à venir, ça va sérieusement prendre un coup de boost, parce que pour l'instant, c'est quand même assez compliqué pour Valrock et sa deuxième tentative. Et j'imagine que du côté de la Belgique, on doit aussi se poser la question de comment faire pour aller chercher ces backers qui nous manquent. Surtout que le momentum, comme on appelle ça en anglais, je pense que c'est une détermination un petit peu différente en français, est un petit peu passé. Hein. Clairement, les 3-4 premiers jours, c'est vraiment la fondation sur laquelle doit se baser le succès d'une campagne. Et quand on a à peine un tiers à peu près du seuil de financement, un peu plus du tiers du seuil de financement atteint à la fin de la première semaine, bon, c'est un petit peu délicat pour être tout à fait honnête. On verra bien, je croise les doigts, hein, les orteils également, pour le succès de Valrock, mais bon, ça reste un petit peu compliqué. On verra, on espère que d'ici 2 semaines, lorsqu'il atteindra sa fin de campagne, ses 10 derniers jours de campagne, et donc le suivi du menu crowdfunding, je pourrais dire à ce moment-là qu'on est à 350, 400, 500 backers et que le projet est financé. On verra bien, voilà pour Valrock Win the Wizard Tournament. Et cette semaine, on termine par Age of Inventors, qui aurait pu être mon coup de cœur, mais je ne l'ai pas encore essayé, et la DA est un petit peu trop sobre pour vraiment m'attirer suffisamment, et du coup c'est pas un jeu pour lequel je me dis je vais le backer à coup sûr. C'est vrai qu'il me tente, c'est vrai que j'ai envie de soutenir le projet qui est vraiment intéressant, mais passe pas en allant jusqu'à donner un coup de cœur. Hein, je vais pas le donner chaque semaine, faut pas déconner. Si on le donne chaque semaine, il en perd de sa valeur. Je vais quand même donner des coups de cœur uniquement quand vraiment je sens le day one, dès le premier jour de campagne, que ça c'est un jeu pour moi, ou au moins à minima c'est un jeu que j'ai vraiment envie, vraiment envie d'acheter, ou enfin de contribuer à la campagne. Age of Inventors, pour l'instant, c'est une semi-déception, pour être honnête. Je pensais que le projet serait déjà plus ou moins à 1000, voire 1500 contributeurs à l'heure où je vous parle, et on est à 422. Donc c'est un petit peu décevant, mais d'un autre côté, c'est un primo-éditeur, c'est Meeple Pug. Ce n'est pas la chaîne Pug Meeple, attention, c'est complètement autre chose, même si ça reprend la même thématique, du coup, du Pug et du Meeple. C'est un éditeur grec, donc c'est le premier jeu, et du coup 422 contributeurs, ben c'est pas ridicule du tout au final, et il reste plus de 3 semaines pour se pencher sur son sujet, donc je pense que le jeu va quand même dépasser les 1000 d'ici la fin de la campagne, je pense. Ça dépendra aussi peut-être des stretch goals qui seront débloqués au fur et à mesure de la campagne, mais en l'état, le jeu est déjà financé. Donc pour les raisons que j'ai explicitées précédemment, je ne vais pas vous dire ce petit sempiternel j'ai la tulipe à 45 degrés que vous aimez tant, je le sais, hein, parce que là je l'ai qu'à à 30 degrés on va dire. Voilà, c'est pas mal, c'est vraiment intriguant. C'est un jeu de pose de tuiles avec pas mal de chaînage, de combos à imaginer, avec pas mal d'apports de la thématique dans le jeu, sans vraiment aller dire que chaque action est vraiment purement thématique. On sent vraiment que la thématique est vraiment bien intégrée dans le jeu, et c'est assez plaisant de ce point de vue-là. On va, comme le titre du jeu l'indique, eh bien, vivre l'âge d'or des inventeurs, à savoir la deuxième partie du 19e siècle, et puis également la première partie du 20e, puisqu'on verra aussi qu'il y aura Marie Curie, il y aura Einstein, il y aura Tesla, bref c'est un peu du 19e, mais il y a aussi un petit peu du 20e. Pour l'instant on a 2 stretch goals débloqués, mais il y en aura 28 potentiellement, donc il y a moyen qu'on aille ajouter encore plus de raisons de s'y intéresser, d'autant plus que tout ce qui est meeple, tout ce qui est matériel est déjà avec du screen print dessus, donc on est déjà sur un jeu pas mal upgradé dès l'origine, hein, dès l'entrée du jeu sur la campagne en fait. Donc je suis plutôt séduit par le jeu. C'est un petit jeu pour 1 à 4 joueurs avec un mode solo, donc pour 14 ans et plus, et pour 60 minutes environ la partie, ce qui là encore en fait un jeu relativement facile à sortir. Qui plus est, vous le voyez ici, en partie en tout cas, on a un insert en plastique, c'est pas un game trace, on n'est pas à ce niveau là quand même, mais il a l'air de faire vraiment bien le job pour autant, ça suffit largement à mon avis.
Donc, pour résumer un petit peu la thématique, alors qu'on est en train d'aborder la fin du 19e siècle, eh bien une série d'inventions est en train de changer le cours de l'humanité, de l'histoire, on va dire, que ce soit en termes de façon de vivre, de travailler, comment dire, de se déplacer, de se mouvoir et de communiquer. Et du coup, eh bien, nous aurons à cœur de mener l'humanité vers des jours meilleurs, vers un avenir plus radieux encore. Bon, peut-être qu'à l'époque, on n'était pas encore au courant que la technologie pouvait aussi avoir des aspects bien moins convaincants en termes de bonheur planétaire. Mais bon, c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, on passe. Pour ce qui est des langues, pour l'instant, malheureusement, pas de version française. Mais bon, petit appel du pied aux éditeurs intéressés, puisque vous le voyez, hein, je ne fais pas de secret. C'est un jeu qui est sous licence MOB Vanguard, donc l'entreprise pour laquelle je travaille, donc d'agence de licence. Donc on va chercher des éditeurs susceptibles d'être intéressés par le jeu pour une version française. Donc voilà, tous les éditeurs qui regardent potentiellement la chaîne et cette vidéo en particulier, contactez-nous si vous êtes intéressés. De toute façon, si vous ne le faites pas, c'est moi qui vais vous harceler pour chercher à faire de ce jeu un jeu disponible en version francophone. Je plaisante quand je dis que je vais les harceler, je vais envoyer un mail par-ci par-là si je pense que ça peut intégrer leur catalogue de manière efficiente. On verra. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il n'y a pas encore de version française, mais ça pourrait venir, on verra bien. Sachez d'ores et déjà que, même s'il n'y a pas de version française, la Société des Jeux en a fait un commentaire dithyrambique. On voit ici que c'est un jeu brillant, un premier essai vraiment brillant de la part de Meeplepag, puisque c'est vraiment leur premier jeu, très thématique semble-t-il, et il adore ce jeu. Donc voilà, vous ferez ce que vous voulez de cette information, vous pourrez certainement en apprendre plus sur sa vidéo bien évidemment, qui sera mentionnée un petit peu plus bas dans la campagne. Alors, les Game Highlights, donc ce qu'on va faire un petit peu dans ce jeu. Eh bien, d'abord, vous allez avoir chacun votre labo qui sera asymétrique également, qui le sera de plus en plus comment dirais-je, à mesure que vous allez l'upgrader, vous allez améliorer votre labo en allant obtenir différents équipements pour l'enrichir, pour vous permettre d'avoir encore plus d'options à votre main pour les tours à venir. Vous allez également gagner des bonus instantané dès lors que vous allez remplir un slot, donc un emplacement dans votre labo. Ensuite, au début de chaque tour, vous allez activer les différents équipements de votre labo pour aller gagner des ressources qui, vous le voyez, sont déjà en screen print en bois, donc des ressources plutôt déluxifiées, plutôt classe. Ensuite, on va aller tout simplement allouer nos différents workers, nos différents ouvriers, parce que oui, il y a aussi une facette pose d'ouvrier dans ce jeu, à des inventeurs présents sur le plateau. Attention, ça pourrait être des inventeurs de qui sont issus de votre fête, mais également qui pourraient avoir été placés par d'autres joueurs autour de la table, auquel cas ils bénéficieront également de votre choix de placer votre ouvrier dessus. Et ça aussi c'est super intéressant. Et chacun des inventeurs permettra en général, c'est peut-être pas le cas de tous à voir, mais généralement permettra de faire une conversion d'une ressource vers une autre. Ensuite, on a aussi une piste d'ingénuité, pas d'ingénuité, non pas du tout, pas l'ingénuité, ça n'a rien à voir avec l'ingénuité, pardon, mais comment dirais-je, l'ingénierie on va dire, disons le côté un petit peu savant du jeu, qui vous permettra d'aller augmenter votre position, comme vous le voyez ici, ce petit gif. J'imagine que ça vous donnera des points supplémentaires et certainement peut-être en rapport avec la place, la position du tour de jeu peut-être. Ensuite, on pourra aussi payer pour obtenir des inventeurs et aller les ajouter à notre plateau individuel, moyennant finance, sachant que chacun des inventeurs a un effet qui lui est propre, et apparemment ça se veut être relativement thématique. Donc par exemple on voit ici Nikola Tesla, donc certainement qui aura un rapport avec l'électricité, on l'imagine, on voit même le logo de l'électricité ici. Mais donc chaque nouvel inventeur recruté vous permettra d'aller obtenir une action que vous pourrez activer une fois par tour pour bénéficier de ces apports, on va dire. Ensuite, on viendra renchérir le pool d'inventions que vous pourrez aller acquérir et ajouter sur le plateau central. C'est là que vient aussi intervenir le plateau central. Vous allez y apposer des inventeurs avec cette tuile hexagonale, mais également des inventions. Mais attention, il faudra faire attention à les placer à des endroits spécifiques. Par exemple, ici, la tuile de Einstein ne peut pas être placée sur l'emplacement rouge parce qu'il ne peut pas être placé à côté d'un autre inventeur. Et là, on voit ici qu'il y en a un de chaque côté, donc on va le mettre ici. Et puis également, pour les inventions, il faudra faire attention également au placement. Il faudra le mettre à côté d'un inventeur du même type de science disponible dans le jeu. Ici, par exemple, on a un inventeur qui est à moitié vert, à moitié marron, donc on peut poser cette invention à côté de celui-ci.
Ensuite, continuons. Vous avez ici Pug and Play. D'ailleurs, c'est vraiment bien trouvé. Meeple Pug et Pug and Play. Donc forcément, il fallait que Pug and Play ait son prototype pour ce jeu. C'était quand même la moindre des choses. Qui lui aussi fait un commentaire plutôt très positif vis-à-vis du jeu. Vous pouvez d'ores et déjà le tester sur Tabletop Simulator. C'est aussi, comment dirais-je, toujours une bonne chose d'aller tester un jeu qui vous semble intéressant, mais pour lequel vous êtes encore un petit peu sur, comment dirais-je, sur la barrière entre le fait de backer ou pas, que vous n'avez pas encore choisi votre camp. C'est toujours une bonne opportunité, même si, je le répète, à qui veut bien l'entendre, je suis pas fan pour moi de Tabletop Simulator. Je préfère vraiment les jeux en physique. Je pense que c'est le cas de tout le monde, bien évidemment. Moi, j'ai vraiment quand même du mal avec Tabletop Simulator à prendre du plaisir, pour être tout à fait honnête. Je peux reconnaître la qualité intrinsèque du gameplay du jeu, même de la direction artistique, mais j'ai pas de plaisir à manipuler la lourdeur de Tabletop Simulator en règle générale, à part si vraiment c'est très très bien scripté. Quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet. On continue avec les niveaux de pledge. On a d'abord le Inventor Core Pledge à 49€. Qui vous permettra de mettre la main sur le pledge de base avec les ressources qui sont ici, des petites gemmes en plastique qu'on en voit dans beaucoup de jeux. C'est pas spécialement très thématique pour le coup et c'est pas très 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 joli non plus. Par contre, si on ajoute 10$ de plus, on va aller chercher le Innovator Deluxe Pledge pour 59€. Et cette fois-ci, les ressources sont en bois avec le screen print et puis des petits inserts également pour les ressources en question. Et j'ai envie de dire, pour 10$ ou 10€ de différence, j'ai envie de dire sauter dessus. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus agréable à l'œil et certainement également au toucher en termes aussi d'immersion, parce que là on a des ressources qui s'apparentent à ce que l'on pourrait voir dans un labo par exemple, alors que là c'est vraiment des petites gemmes en plastique transparent, c'est pas très joli. Quoi qu'il en soit, moi si c'était moi, je sauterais plutôt sur la version à 59€. What's in the box? Donc, qu'y a-t-il dans la boîte? Vous l'avez déjà aperçu en partie, mais donc ce plateau central et qui sera donc un petit peu au centre, notamment de comment dirais-je, de l'interaction entre les différents joueurs. C'est là aussi que vous allez placer les tuiles hexagonales d'invention, d'inventeur, etc. Ensuite, vous avez vos 4 player boards, j'allais dire en anglais tout simplement, vos 4 plateaux de joueurs, du coup qui sont vos labos en fait, tout simplement. Ensuite, on a les tuiles d'inventeur, ils sont actuellement 20, mais il y en aura plus via les stretch goals. Les tuiles d'invention pour l'instant 42, encore plus avec les stretch goals. Les tuiles d'expérience que vous pourrez accomplir pour aller gagner des points de victoire et des bonus également. Elles sont actuellement 16, mais il y en aura plus avec les stretch goals, vous aurez compris un petit peu la chanson. Pareil pour les équipements, 20 pour l'instant, mais ça va certainement venir grossir au fur et à mesure des semaines. Ensuite, les Breakthrough Tokens, donc des tokens de découverte qui vous apportent des points de victoire, j'imagine. Des petits tokens de médailles. Là, par contre, j'ai pas fouillé suffisamment pour savoir de quoi il s'agit. Des cartes d'inventeur, mais c'est un petit peu différent des tuiles d'inventeur. Ce sont des cartes que vous pourrez mettre sous votre plateau individuel, votre labo individuel, pour activer les actions qui se réfèrent à chacune des cartes et des inventeurs en question. Ensuite, également, un truc super intéressant qu'on n'a pas beaucoup vu jusqu'à maintenant dans la campagne, c'est ces fameuses cartes de Breaking News, qui viennent ajouter quasiment une sorte de pan un petit peu scénaristique dans le jeu, qui viendront impacter tour après tour le déroulé du jeu. Donc relativement intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, les assistants du labo, ils sont donc au nombre de 16, donc ça doit être du coup 4 par joueur, j'imagine, avec le screen print. Les meeples de livres, certainement pour vos recherches, en gros c'est thématique. Ensuite, les meeples d'ordre de tour. Ensuite, les meeples pour l'ingéniosité, j'ai dû dire tout à l'heure l'ingénierie, alors que non, ça va être l'ingéniosité. C'est difficile à dire, c'est un mot Scrabble contre triple, je crois. Ensuite, les meeples d'industrie, les meeples d'économie, les meeples académiques également. Donc tout un tas de ressources différentes sur lesquelles vous devrez jouer dans ce jeu de construction de moteurs. Et puis finalement, donc, c'est cet insert que vous voyez ici qui fait le job. C'est pas un game trace, mais il est quand même relativement bien conçu et ça a l'air d'être assez facile à ranger, comme vous allez voir sur ce GIF, si jamais il accepte de se déclencher. Et c'est le cas, merveille de technologie. Voilà, c'est pas beau ça se range tout seul. Voilà donc pour ce qui est du matos. On va continuer donc maintenant avec les frais de port qui se trouvent un peu plus bas. D'ailleurs au passage vous pouvez voir ici tout un tas de previews, y compris certaines en français, notamment grâce à la Société des Jeux et puis également grâce à Pug and Play qui en font une review et une explication des règles un peu plus détaillées que ce que je ne vais pouvoir faire dans cette vidéo, dans ce petit segment de vidéo. Je recommence à parler trop vite et en même temps c'est normal. Je parle trop vite de manière régulière, c'est comme ça. J'essaye de faire des efforts, mais généralement, après quelques minutes, le naturel revient au galop, et du coup c'est thématique parce que le galop c'est aussi mon rythme de parole, malheureusement.
Mais bon, je fais de mon mieux, hein, j'essaie de pas trop bafouiller, même si ça arrive encore trop souvent. Ensuite, le shipping. Pour les frais de port dans l'Union Européenne, ça va se situer entre 15 et 25 $. Pour le Canada, entre 20 et 30 $. Ce sont des dollars américains, pas canadiens, attention. Et pour le reste du monde, eh bien, please ask us. Ça veut dire qu'on doit les contacter nous-mêmes pour éventuellement connaître les frais de port, ce qui laisse sous-entendre que c'est potentiellement des frais de port assez conséquents. Donc par curiosité, je vais demander parce que ça m'intéresse, j'aime bien vraiment le concept du jeu, j'aimerais bien le backer, j'aimerais bien soutenir le projet, au-delà du fait que c'est un jeu qui appartient à l'agence de licence pour laquelle je bosse, c'est encore un autre sujet, mais j'aimerais bien backer ce jeu, on verra bien. On verra aussi si d'ici 2-3 semaines j'aurai du self-control suffisant pour ne pas le backer justement, parce que bon, hein, il ne faut pas non plus tout backer. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour la timeline, donc vous devriez théoriquement pouvoir recevoir votre jeu au courant du mois d'août 2023, et puis après vous connaissez la rengaine, vous jetez un des 6 et ça vous donnera potentiellement les mois de retard que pourrait avoir le projet. Donc je plaisante bien évidemment, on a souvent quand même des éditeurs, souvent ça arrive, des éditeurs qui réussissent à livrer à l'heure, ou même parfois un peu en avance, mais bon, plus généralement, il y a quand même un peu de retard. On verra bien pour celui-ci. Ensuite, ma foi, c'est à peu près tout. Je crois que j'ai fait le tour pour Age of Inventors. Hein, vraiment un beau petit jeu, un beau petit projet qui thématiquement m'attire pas mal. Même la direction artistique, même si c'est assez sombre, peut-être même un poil vieillot par endroit, je sais pas, ça a son charme. Je trouve ça vraiment très sympa. C'est comme une petite bouteille de rosé avec des petites cacahuètes, hein, si vous voyez ce que je veux dire, des petites olives sur le coin comme ça. Mais bon, est-ce que je backerai ou est-ce que je ne backerai pas, c'est un autre sujet. En tout cas, je ne vais pas mettre mon coup de cœur de la semaine pour celui-ci parce que j'espère être un petit peu plus, comment dirais-je, sélectif, élitiste quasiment même, on va dire que c'est élitiste. Hein, c'est pas un mot positif, mais bon, on va l'utiliser quand même. Donc je vais pas en donner chaque semaine, mais il était pas loin d'aller le chercher. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour Age of Inventors. 422 contributeurs, 23 jours avant la fin de la campagne, c'est financé quoi qu'il en soit d'ores et déjà. On verra ce qu'il en est dans 2 semaines dans le suivi du mini crowdfunding. Aura-t-on atteint les 1000 contributeurs à ce moment-là? On verra bien. Et du coup, c'est à peu près tout pour moi cette semaine dans le menu crowdfunding, qui sera, je crois, du coup, plus long que l'heure et demie promise en début de vidéo. En même temps, vous vous en doutiez forcément. Je pense que il y en a certains, ils prennent en note, quand je dis cette semaine ça fera 1h30, ils le prennent en note pour dire non, Kevin, regarde, 1h55. Je sais, je n'y arrive pas, que voulez-vous. Je vais essayer, on va essayer de faire des petites coupes au montage pour réduire autant que possible, notamment dans les mentions honorables, parce que je pense que j'ai encore été un petit peu trop long malgré tout pour certains projets de mentions honorables. Mais bon, là encore une fois, je fais de mon mieux. Et en même temps, comme d'habitude, vous avez le chapitrage pour regarder directement les projets qui vous intéressent le plus. Vous n'êtes pas du tout obligé de regarder la totalité de la vidéo. Moi-même, si j'étais spectateur de mes propres vidéos, je ne les regarderais pas en entier. Voilà, je le dis comme c'est. Quoi qu'il en soit, on s'arrête là pour aujourd'hui. Portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine. Et je profite de ces dernières secondes post-générique, on verra qui sont les fidèles. Mettez-moi un petit commentaire si vous avez vu ce petit passage post-générique, qui n'est même pas un générique à proprement parler d'ailleurs. On a reçu un jeu, j'ai reçu un jeu il y a 2 jours de ça, qui est pas mal attendu par beaucoup de monde, qui avait fait un gros succès sur Kickstarter, qui a un matériel absolument dément. J'ai hâte de vous le présenter. Je ne sais pas encore ce que ça vaudra en termes de gameplay. Est-ce que ce sera un jeu pour moi? Mais en tout cas, visuellement, ça claque plutôt pas mal. J'ai hâte de vous le montrer. Donc d'ici, certainement 2 semaines, 2 semaines et demie, on verra bien. J'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quel jeu vous imaginez. Allez, sur ce, à la prochaine pour le de bon cette fois-ci.